Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce live sans tactique. Normalement vous devriez m'entendre sans aucune difficulté. Bienvenue dans ce live sans tactique très spécial ce soir. On est très heureux avec Adrien de pouvoir refaire ce live puisque en effet on avait reçu déjà l'invité du soir il y a quelques mois de ça qui nous avait fait la gentillesse de venir quand on commençait. On n'était pas forcément ultra rodé, il se trouve qu'on a eu quelques petites difficultés techniques et du coup on est très heureux de l'avoir avec nous une nouvelle fois ce soir. C'est quelqu'un avec qui on collab pas mal, notamment sur des projets dont on va pouvoir parler dès ce soir. Tout d'abord, un petit coucou à Adri. Adri, j'espère que tu vas bien comme d'habitude. Et je vais te laisser Salut introduire Tommy. l'invité du soir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc salut Tommy, salut Rodrigo, salut à toutes et à tous. Donc ce soir, on reçoit Monsieur Rodrigo. Je sais qu'il n'aime pas trop, on l'appelle photographe, mais bon, quand même photographe franco-colombien qui a, pour ceux qui nous suivent, collaboré déjà plusieurs fois avec nous sur le site internet. Il y a eu pas mal de projets. On va en reparler parce que, comme on l'a dit en introduction, voilà, on avait eu une première émission, mais voilà, problème technique et puis tout simplement le fait qu'on commençait à l'époque. Donc voilà, on n'était pas encore complètement rodé. On va parler de différents projets, que ce soit NAP, Medellin. Vous avez vu, j'imagine déjà peut-être, ou aperçu le jersey de Rodrigo avec une petite étoile sur le maillot. On va Alors je sais aussi pas si on le parler. voit, je sais pas si on le euh, voit bien avec le cadrage, mais en effet, il y a l'étoile, il y a le oui, patch, il y a tout. Voilà, est-ce qu'on le voit? Il est Voilà, nickel, il est là, là. Voilà, absolument. il est là voilà. évidemment. Donc, on va évidemment parler aussi un petit peu d'Olympique de Marseille et puis on va parler aussi tout simplement comment dire, des actualités de Rodrigo au-delà de toutes ces collaborations, pardon. Donc voilà, donc bienvenue à toi Rodrigo. Comment vas-tu? Eh ben, déjà, je vais très très bien. Ravi de pouvoir, entre guillemets, rééchanger sur le foot tout simplement, sur la photo. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop me définir comme un photographe, mais j'en suis un. Et ce soir, je dirais plus que je suis un photographe Ouh, on Excellent. s'envoie de un la punchline photographe. direct. Et donc, ouais, il y a énormément de choses à parler niveau projet et même niveau tout court, en fait. Je suis ouvert à toute discussion, que ce soit sur la photo, sur l'OM, sur le foot en général, sur aussi le foot à l'étranger, comme Naples, Medellin, et même un peu le Maroc. Et voilà quoi, donc ravi d'être là et vamos! Eh ben écoute. Voilà, on va passer une bonne soirée. Un grand plaisir évidemment de t'avoir. Et au passage, du coup, on fait un petit coucou à la commu aussi. On a Witch, on Bien a sûr. Chris qui est là. Je vois qu'on a aussi Maxence. Coucou à vous. Et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Rodrigo. Alors Rodrigo, je te préviens, on a tout de suite Chris, ami parisien, hein, qui nous dit c'est quoi ce maillot qui brûle les yeux. Donc voilà, évidemment Chris, un habitué de la Forcément. communauté, mais qui mine de rien, par contre, nous fait le plaisir de venir, mine de rien. Et C'est merci à clair, toi Chris, c'est c'est clair. ton ouverture d'esprit habituelle de pas hésiter à venir malgré que Rodrigo évidemment soit à fond, ouais, évidemment. Voilà, et bienvenue à tous, bien sûr, à la commu, bien évidemment. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et puis encore une fois, on change un petit peu on change un petit peu, comment dire, nos contenus. Voilà, on continue d'essayer de varier un petit peu. On fera évidemment un petit peu plus tard ce soir un petit point programmation. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours nombreux, quels que soient les contenus qu'on propose. Ouais, et ça fait plaisir, ça montre que ça vaut le coup de faire ce qu'on fait. Allez, du coup, on va peut-être Exactement. pouvoir se lancer tout de suite dans les sujets. Moi, je sais qu'il y avait pas mal de sujets, notamment qu'on a teasé, hein. Moi, je propose notamment on va parler, comme tu disais, de l'actualité de Rodrigo, on va parler du projet Medellin-Napoli, on va en reparler un petit peu parce que la dernière fois, ça a été un petit peu compliqué. Parler de Diego, forcément, puisqu'entre-temps, Rodrigo, malheureusement, Diego Maradona n'est plus, malheureusement. D'ailleurs, on aura l'occasion, évidemment, d'en parler un petit peu. Coucou à toi, Bat109, qui nous rejoint. Voilà, un premier follow, merci à toi de venir nous rejoindre. N'hésite pas à te présenter ton club. Et si tu as des questions pour Rodrigo, n'hésite surtout pas. Du coup, voilà, on va parler de Maradona, on va parler de l'OM, voilà, plein de petits sujets. Je sais que tu as très envie de parler de foot, tu nous disais ça la dernière fois aussi. On va pas faire que de parler de photo, on va aussi parler football évidemment et les sujets d'actualité. Du coup, Rodrigo, en parlant d'actualité, on va peut-être commencer par ton actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, Rodrigo,
Et peut-être éventuellement, peux-tu présenter ton taf pour tous ceux qui te découvrent ce soir? Peut-être commencer par là déjà. Je vais commencer par là en fait. Je suis photographe. À la base photojournaliste, mais j'ai un peu dévié un peu de la démarche vraiment actualité. Je suis plutôt dans le photodocumentaire, donc c'est plutôt des projets au long cours. Et entre guillemets, ce qui me définit au niveau du documentaire, c'est la Colombie, où j'ai réalisé dans mon pays d'origine un photodocumentaire qui a été primé donc en septembre dernier. Et je crois que c'était même après notre premier rendez-vous vidéo. Je crois qu'on en parlait à ce moment-là. Félicitations d'ailleurs. Voilà. Donc c'était vraiment un gros prix photographique, mon premier prix photographique qui était très important. Et c'est vrai que j'aime parler de prendre des sujets assez stéréotypés. Par exemple, Medellín, la Colombie, c'est souvent parler de la violence, de Pablo Escobar, du narcotrafic. Et moi, avec la photo, justement, je défends une autre Colombie qui est beaucoup plus contrastée que celle que les médias ou l'industrie du cinéma veulent faire croire, quoi. Et pareil, en étant à Marseille, c'est un peu la même chose. Marseille, c'est pas que l'OM, c'est pas que la Kalachnikov, c'est une ville un peu plus contrastée, culturelle. Et aussi sur Naples, je voulais réaliser aussi un photodocumentaire. Et c'est à peu près toujours ce même fibre un peu plus réfléchie, plus pensée et un peu plus respectueuse en fait de l'histoire des villes, de l'histoire des communautés et en fait finalement de la culture, de chaque culture du pays, quoi. Donc ça, c'est en fait finalement ce qui me définit en tant que photographe. Je prends des sujets et j'essaye entre guillemets, de voir ce qui a été fait, ce qui est diffusé un peu partout. J'enquête et après je vois quel angle j'ai envie de prendre. Et généralement, en fait, je prends un contre-pied, si on peut parler comme ça. Un petit contre-pied et une petite feinte de corps. Ah ouais, vous voulez voir du Pablo Escobar? Et ben non, je veux vous voir un peu plus de social, de culturel, d'artistique. Vous voulez voir de la Camorra à Naples? Ben non, je vais vous montrer autre chose, quoi. Donc c'est toujours la même chose. Je prends toujours le contre-pied des idées, en fait, des idées collectives qu'on a des idées reçues. Des idées reçues, des préjugés, tout simplement. Et je me permets. Dis-moi. Je me permets rapidement, déjà la commu, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va évidemment les sélectionner, on les posera à Rodrigo, n'hésitez surtout pas. Justement, moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Rodrigo, par rapport à ton boulot. Est-ce que justement, donc on va dire que globalement, je vais résumer rapidement, ça va être ce que tu viens de dire, c'est en gros tu ne fais pas du sensationnel, un petit peu j'imagine dans l'idée, pas du sensationnel et de l'actualité, en gros. Est-ce que, enfin, c'est pas est-ce que parce qu'on va s'en douter, mais quelle est la place du social dans ton boulot, dans tes photos, quelle est la place là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel aussi derrière? Je trouve que tu as très bien défini ce que je voulais faire au niveau de ma fibre photographique. Je nuancerai sur le mot sensationnel parce que pour moi la photographie c'est quelque chose de sensationnel. Tu exhibes quelque chose, tu exhibes quelqu'un, c'est du sensationnel. Par contre, c'est au niveau de la forme et du contenu où je suis un peu plus, il y a un peu plus d'informations et plus de réflexion en fait. C'est surtout sur ça. Ensuite, pour revenir à ta question que j'ai oubliée, repose-la moi. C'est par rapport le sensationnel. Non, mais c'est une très belle réponse. Je trouve déjà c'est une très belle réponse par rapport au sensationnel parce qu'effectivement, j'imagine que tu es aussi passionné par la photo, forcément, de base. Mais la question, c'était en gros la place du social et du culturel dans tes reportages. J'imagine que forcément, en prenant le contresens de l'actualité, on va dire, tout court, il y a forcément obligatoirement un côté culturel et social. Oui, alors ça c'est aussi une très bonne question. Justement, c'est magnifique de me poser cette question-là parce qu'on la pose trop peu souvent aux photographes. Quelle est la part sociale et culturelle qu'il y a dans leur photographie? Moi, tout simplement, pour reprendre l'exemple sur la Colombie, où j'ai été en immersion pendant 3 mois dans les favelas de Medellín,
Ma part du social, c'est de rendre une image un peu plus vertueuse d'eux-mêmes, en fait, et aussi d'être un espèce de messager ou de moyen d'expression, en fait, qu'ils n'ont pas forcément, tellement ils sont stéréotypés, que ce soit dans les favelas au Brésil ou en Colombie, c'est souvent la même fascination qu'on a des favelas, alors que c'est tout autre, en fait, c'est tout autre. Ça, c'est une première chose au niveau social, c'est vraiment faire des rencontres, des échanges et être un porte-parole, tout simplement. Ensuite, au niveau de mes engagements, de mes actes, par exemple, au niveau de mon prix que j'ai eu, j'ai reversé 50% du prix à des familles ou à des associations en Colombie, parce que j'estime que c'est grâce à eux que j'en suis là. Donc, je suis toujours redevable. Je serai éternellement redevable pour ça. Et dans tous mes projets, il y a toujours cette part de reconnaissance. Donc que ce soit au niveau matériel, financier ou même juste une gestuelle ou un sourire, ça suffit. Il faut toujours avoir la reconnaissance de son sujet, et je pense que c'est ce qui en ce moment manque au niveau de la photographie, qui, comme tu dis, est devenue très sensationnelle, très actuelle. On a envie de prendre la plus belle photo, l'enfant qui pleure, ou même la photo la plus dure, la plus hard au niveau des photographies de guerre. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine réflexion. On a un devoir, en fait, de sociétal. On a un devoir en tant que photographe de recul, et surtout de juste milieu, et une autocritique à se faire, en fait, aussi. Parce que voilà, je suis en France, j'ai les habits nationalités. Quand je reviens en Colombie, je suis colombien, et donc je dois avoir du respect envers mes compatriotes, comme du respect aussi envers mes compatriotes français. Donc il y a toujours aussi ce sens du respect. Tu veux pas. Disons que tu veux pas te faire un succès sur le dos, façon de parler, de la difficulté. Non, ça je veux surtout pas. Donc je réfléchis aussi aux photos que je vends. Par exemple, il y a une photo qui est derrière celle d'Adrien là. Montre-la-nous, Adrien. Je vais essayer. Hop, je la prends à une main. Je sais pas si on va bien la voir. Hop. Est-ce que vous la voyez bien? On la voit pas mal. Ça va. C'est parce que j'ai un petit peu le reflet, forcément. Non, mais c'est normal, t'inquiète, c'est normal, de t'as le l'écran. reflet de ton image. Mais on voit, t'inquiète, on a vu à peu C'est près. ça. Qui est incroyable, hein. Qui est absolument incroyable, cette photo. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise le 24 décembre, donc à Noël. Le même jour, il y avait eu des règlements de compte le matin. On m'avait suggéré de ne pas aller dans cette commune-là, dans cette favela-là. J'y suis allé quand même. Et je suis tombé sur un tournoi de foot entre amis. Derrière, au fond de la photo, on voit qu'il y a quand même des soldats. Enfin, il y a plein de petits détails assez cocasses, je trouve. Il y a les banderoles qui rappellent la fête de Noël. Et puis, cette ferveur populaire, ce cliché, en fait, c'est quand même un cliché des favelas. Mais j'ai voulu le rendre un peu plus, peut-être un peu plus, je sais pas comment définir la photo. J'ai vraiment pris un recul, je voulais toute une scène et une certaine énergie. Moi j'adore cette photo, et pour parler justement de la vente des tirages, je choisis aussi mes tirages. Je préfère vendre une photo comme ça qu'une autre photo un peu plus triste ou un peu plus choquante. Donc alors que je pourrais le faire, mais ça pourrait peut-être mieux marcher comme pour moi au niveau des ventes de tirages, mais je suis persuadé que c'est une question d'avenir pour la photographie, c'est de se remettre en question perpétuellement sur l'image qu'on véhicule des personnes, des scènes, des cultures, des pays. C'est primordial. Ouais, moi je te dirais même... Ce qui est fou... Vas-y. Ouais, moi je te dirais même d'ailleurs que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ton travail, puisque notamment quand on parlait de la collab tout à l'heure, quand on a fait la collab avec Sens Tactique, que vous pouvez évidemment retrouver sur le site, n'hésitez pas à aller faire un tour, la collab avec Rodrigo pour Napoli Medellin justement. C'est vrai que moi du coup j'avais fait les illustrations textuelles, et c'est vrai que justement c'est un truc sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, parce que comme tu le dis, il n'y a pas forcément besoin que la scène soit
réellement expressive et premier degré pour comprendre la puissance que peut avoir la photo, tu vois. Comme tu disais très justement quand il a fallu écrire, moi j'adore par exemple ce qui transpire, ce côté très, par exemple sur cette photo, la photo contre Adrien, le côté très street, etc. Et puis les militaires dans le fond. Enfin, comme tu dis, en fait, tes photos, en fait, il y a beaucoup de détails. C'est toute une scène. Et moi je sais que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton travail. Et je tenais à le dire maintenant parce que finalement on était exactement sur le sujet. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ton travail, c'est le fait que, voilà, on a l'impression que c'est vraiment... il y a plein de détails en fait, il faut attraper les détails dans tes photos, tu vois, et c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois. Merci, c'est sympa de le reconnaître et de le voir, et c'est surtout, en fait, la question qu'on me pose souvent, quelles sont tes inspirations au niveau photographie? J'ai aucun modèle au niveau photographe, je réponds toujours, en fait, mon principal, entre guillemets, inspirateur, c'est un peintre. C'est pas un photographe. Je m'inspire plus de la peinture que de la photographie finalement. Et dans la peinture, justement, il y a le sens du détail, de la composition, du cadrage, de tout en fait dans la peinture. Et justement, cette photo que Adrien a, ça aurait pu être une peinture finalement. Tellement qu'on aurait pu la composer, nous-mêmes finalement. Ouais, chacun aurait pu la dessiner en fait, avec l'image qu'on a des favelas et des tournois de foot dans les rues. Chacun aurait pu dessiner tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a le sens du détail, et cette photo rentre dans ma série documentaire qui a été primée. Donc j'étais obligé de la mettre avec ce petit détail des militaires en fait, avec toujours cette instabilité colombienne. Bien sûr, il y a la ferveur populaire, il y a la ferveur colombienne, mais il y a aussi l'histoire et les problèmes. Et les problèmes, ils sont incarnés par ces militaires-là, quoi. Ouais, complètement. Ça rend l'image forte, en effet. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus de ça, on n'a pas le contexte du 24 décembre. Moi, je trouve qu'il est fou dans cette photo. Tu vois, évidemment, l'image est très forte. Bon, moi, je l'ai juste à côté. Encore désolé, à cause de l'image, les amis, vous puissiez pas la voir plus que ça. Mais du coup, l'image, elle est disponible, j'imagine, Rodrigo, sur ton Insta. On en profite pour faire une petite publicité pour ton Instagram. Il est marqué là, juste au-dessus de lui. Hein. Juste au-dessus de Rodrigo. N'hésitez pas à aller voir. Que ça soit allez-y maintenant, d'ailleurs. Hein. Surtout toutes les autres, et à aller suivre aussi l'ami Rodrigo. N'hésitez surtout pas à aller voir tout le travail qui est fait. Mais c'est vrai que le contexte, moi je trouve ça extraordinaire, le contexte en fait. Effectivement, déjà les policiers sont dans l'ombre. Déjà j'aime bien le comment dire, peut-être tu parlais justement de certains symboles, le fait que les policiers soient dans l'ombre. Ils sont là, mais c'est subtil. Un petit peu dans un... Voilà, exactement, c'est subtil. C'est le mot que je cherchais. Donc, tu vois, en plus des fêtes, c'est un 24 septembre, un 24 décembre, il fait très beau. Nous, en tant qu'Européens, c'est bête à dire. Toi, t'es originaire de là-bas, Rodrigo, donc pour toi, c'est peut-être pas... Mais tu vois, pour un Européen, c'est vrai que nous, à ce moment-là, c'est plutôt peut-être de la neige et ce genre de choses. Donc, effectivement, ça représente, comme tu dis, il y a une vraie vie, il y a plusieurs vies dans une photographie. Moi, je vais rebondir par rapport justement à ce que tu disais quand tu allais là-bas et que tu reversais un petit peu de ton prix notamment. Il y a plusieurs questions dans une question. Comment il t'accueille toi, évidemment, et comment est accueilli le fait que tu prennes des photos, parce qu'on sait qu'un photographe en général ça a besoin de prendre pas mal de photos quand même. J'imagine que tu prends pas 2 photos quand il va. Et comment est accueilli le fait que tu prennes des photos et que tu intègres ça dans tes 3 mois d'immersion là-bas. Moi, en fait, c'est la clé de mon travail pour avoir des vues comme ça, c'est étant donné que voilà, je suis colombien surtout, j'ai la tête de là-bas. C'est déjà un peu plus facile que si c'était un occidental, un grand blond aux yeux bleus qui allait prendre des photos et faire un reportage. Donc il y a les codes aussi, et j'ai des relations aussi sur place. Mais avant tout, c'était que ça soit en Colombie, au Maroc, à Naples ou même à Marseille, le même cheminement, c'est le même. C'est d'abord de tisser des relations sincères et amicales.
Donc, dans un premier temps, je laisse complètement mon appareil photo de côté. J'essaye de passer du temps, de manger avec eux, de gagner leur confiance tout simplement, que ce soit un ancien, un jeune, une femme, de vraiment leur montrer que ma démarche est sincère et surtout de parler beaucoup avec eux, de parler de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de montrer. Et une fois la connexion elle est établie, c'est là entre guillemets, qui décide en fait si je peux photographier ou non. Et c'est même moi aussi qui décide si je peux photographier ou non. Donc il y a énormément de scènes que je n'ai pas photographiées parce que j'estimais que c'était finalement du personnel et de l'amical. Alors que j'aurais pu le faire, ça aurait été vraiment des très belles photos aussi. Mais voilà, c'est toujours avoir ce juste milieu entre d'abord, voilà, le respect, c'est simplement le respect de l'étranger ou même le respect qu'on a envers un avis. On ne va pas le prendre en photo dans des positions indécentes. Quoi. De l'accueil. Moi, j'en ai déjà pris quelques-unes d'Adrien, moi personnellement, des photos dans des positions indécentes. Ouais, mais bon, tu vas les garder pour ton cercle amical. Tu vas Bien pas sûr. le montrer. C'est une idée, remarque. Et voilà, donc la Colombie, c'était beaucoup plus, comment dire, fort comme reportage parce que c'était vraiment de l'enquête aussi sur place, voir quel projet j'ai envie de suivre, quelle personne j'ai envie de suivre. Donc c'était beaucoup d'itinérance au sein même de la ville. Alors Medellín, c'est quand même 2-3 millions d'habitants, c'est étendu, c'est la deuxième ville de Colombie, la troisième. Je crois qu'il y a Cali d'abord, mais voilà, c'est super. C'est très vaste, il y a énormément de choses à montrer, mais voilà, donc c'était genre fait finalement sur 3 mois d'immersion, j'ai pas fait beaucoup de photos. Ça représente pas grand chose en fait. Mais par contre, j'ai pris l'essentiel. C'est ça que je voulais faire. Je voulais pas mitrailler, je voulais vraiment. Et ça revient sur le travail de composition ou d'un peintre, c'est d'aller vraiment, de voir quelle scène pourrait être la plus juste pour montrer ce que je voulais montrer de la Colombie à travers la vie des favelas. Et c'est une série qui continue, c'est pas fini, hein. C'est vraiment une série en long cours qui va sûrement durer toute ma vie parce qu'il y a tellement c'est à l'infini. Et puis c'est mon pays d'origine, donc il y a énormément de monde qui gravite autour de cette série-là, de médias, de journalistes, d'artistes et donc je ne peux que la continuer, mais la base de la série c'est 15 à 20 photos. J'ai dû en faire à peu près 500 et c'est pas beaucoup sur 3 mois, c'est rien, mais sur les 500 j'ai dû le trier pour en avoir 100 et sur les 100 j'ai dû réduire à 50, sur les 50 j'ai dû réduire à 25 et pour Perpignan pour le prix Visa j'ai envoyé 15 photos. Mais voilà, donc c'est aussi un travail. Et pour tout vous dire, un petit secret, c'est l'été 2019, j'ai tout effacé cette série-là et j'ai tout recommencé à zéro. Donc c'est aussi vraiment de comprendre en fait ce que tu as envie de montrer, c'est vraiment de la réflexion. Et c'est du travail journalistique au long cours qui est différent pour moi de l'actu. Très bien. Très bien. Alors je me permets, Adrien, juste, excusez-moi de vous couper. Vas-y. On a eu l'information dans le chat. Ouverture du score de Chelsea, comme vous savez, il y a la Champions League. Ouverture du score de Chelsea face au Real Madrid. Je crois que c'est un but de Pulisic, si j'ai bien vu. Chelsea met donc 1-0 contre le Real Madrid. Désolé de couper un petit peu au milieu pour arriver dans l'actualité, mais on a cette Champions League en même temps, évidemment. Du coup, juste un résultat important. Je me permets, du coup, Rodrigo, donc on a pas parlé de la Colombie, etc. T'es aussi allé du côté de Naples. Ouais, tout à fait. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on va parler de Maradona après, donc je pense qu'on arrive sur une très bonne transition, à moins peut-être qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, éventuellement peut-être sur ton pays natal. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, je vais tout le temps rebondir un peu dessus, mais dis-moi. Moi, j'ai un tout petit truc à rajouter parce que c'est question de chat, Tommy, je me permets. Bien sûr. C'est parce que c'est un peu en rapport avec la Colombie. C'est Chris qui te demande, Rodrigo,
Est-ce que tu vas un peu partout en Amérique du Sud ou est-ce que tu restes exclusivement en Colombie ou voir est-ce que c'est un projet d'aller voir ailleurs en Amérique du Sud? Très bonne question. Dans un premier temps, quand je suis dans l'avion et que je vais pour la Colombie, je me dis putain, pourquoi t'irais pas au Mexique? Pourquoi t'irais pas ailleurs? Mais une fois en Colombie, je me dis bah non, Tu te sens chez toi. voilà, c'est chez moi ici. C'est un peu comme, je sais pas, voilà, c'est comme un binational colombien qui revient en France, dans son pays, en France. Il irait bien en Allemagne, mais dès qu'il a les pieds sur terre en France, pourquoi j'irais voir ailleurs? Après, la question est intéressante dans le sens que moi j'ai un rêve, c'est de faire la Panamérica, donc partir de la pointe d'Ushuaia et de remonter jusqu'au Mexique et de faire tout le continent. Ça c'est un rêve perso. Mais la question est intéressante dans le sens qu'en Amérique du Sud, il y a quand même une certaine comment dire, fraternité. Ouais, c'est fraternel. On se sent tous un peu on est un peu. C'est pas comme en Europe où il y a la barrière des langues de chaque pays. C'est ce que j'ai En Amérique du Sud, ça parle espagnol. On a une histoire commune due à la colonisation, à l'esclavage. Et finalement, on a par rapport à l'Europe, on n'a que 500 ans d'histoire. Parce que les Européens considèrent que l'histoire d'Amérique du Sud a commencé à la découverte de Christophe Colomb, mais non. Mais à notre échelle, en tant que Européen ou de notre génération, si tu regardes bien, c'est que 500 ans, et 500 ans, c'est rien sur l'échelle d'histoire. Donc, c'est vrai que j'ai toujours des fois des petits regrets de ne pas aller ailleurs, et c'est dans mon projet d'aller justement dans d'autres pays d'Amérique du Sud, notamment en Argentine, à Buenos Aires par exemple, pour entre guillemets voir une autre Amérique latine, parce que c'est ce que j'ai envie de faire sur la Colombie, c'est de montrer une autre Colombie, ou pas montrer une autre Colombie, c'est de dire qu'il y a une autre Colombie. Et pour l'Amérique du Sud c'est pareil, il y a l'Amérique du Sud qu'on imagine, mais quand on y est, on voit très bien qu'elle n'est pas forcément celle que les médias ou le cinéma véhiculent, quoi. Et en photo, ça serait super intéressant justement de montrer que Buenos Aires, c'est pas forcément que Maradona. Oui, voilà. Effectivement, et je termine juste sur l'Amérique du Sud, Tommy, et je te laisse après repartir sur. Ah non, mais moi, allez-y, moi Naples. j'essaie juste de donner un petit fil conducteur, mais moi c'est plaisir ce soir, hein. Y a pas. C'est bon, hein, allez-y. Hein. Autre question très intéressante de Witch, un de nos modos, qui nous pose la question avec le Brésil. Est-ce qu'il y a la même proximité avec le Brésil? Parce que c'est vrai que là, du coup, s'il y a peut-être une petite. Voilà, exactement. S'il y a peut-être un pays où c'est peut-être on va dire un petit peu différent, je ne connais pas le fonctionnement, mais déjà la langue est différente. Est-ce qu'il y aurait éventuellement la même proximité avec le Brésil? Alors, historiquement, non, dû à cette barrière de la langue. Après, il faut savoir que la Colombie a 3 frontières avec le Pérou, avec le Brésil et avec l'Équateur. Et notamment à la pointe sud de la Colombie, qui fait la frontière entre le Pérou, le Brésil et la Colombie, c'est l'Amazone. Donc, je pense que ce serait caricaturé de dire qu'il y aurait une espèce de rivalité avec le Brésil. Footballistiquement, il y a une énorme rivalité. Ouais, les Colombiens préfèrent perdre contre les Argentins que perdre contre les Brésiliens. Marseille préfère perdre contre Lyon que perdre contre Paris. C'est un peu la même chose. Voilà, on choisit entre la peste et le choléra, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, au niveau culturel et au niveau culturel, simplement culturel, je pense pas qu'il y a une énorme animosité. C'est plus monté par le foot, et le foot en Amérique du Sud, c'est quand même une religion, donc c'est plus, je pense, véhiculé par le foot, cette animosité-là entre le Brésil et tous les pays d'Amérique du Sud finalement, parce que le Brésil, l'Argentine, c'est pas non plus
l'amour fou, mais je pense que c'est incarné par... et surtout, actuellement, avec leur président Bolsonaro, voilà, au niveau politique, ça ne va pas en Amérique du Sud. Au niveau footballistique, ça ne peut pas aller avec le Brésil. Donc oui, dans un sens, il y a une animosité, mais c'est pas envers le Brésil lui-même, c'est envers certaines, entités en fait, certaines entités. Après, au niveau historique, comme j'ai dit, le continent sud-américain, si on prenait vraiment un exemple de merde, s'il y avait une espèce de guerre mondiale, je suis sûr que l'Amérique du Sud se souderait contre n'importe qui, défendrait n'importe qui, quoi. Son voisin, tout simplement. Alors que les amis, je me permets, excusez-moi de vous couper, évidemment très intéressant ce que tu viens de nous dire, Rodrigo, là-dessus, mais égalisation du Real de Madrid contre Chelsea, but de Karim Benzema. Je mets un petit Manolo Lama pour ça. Voilà, on a mis le petit... Parce que maintenant, Rodrigo, il y a des jingles et tout. Hein. Attention, hein, c'est très technique maintenant. Donc, il y a eu le petit jingle Manolo Lama. D'ailleurs, j'aurais un petit jingle OM normalement pour toi tout à l'heure. C'est plaisir de faire ça. Trop bien. Du coup, ouais, non, mais c'est... Oui, c'est vrai que, comme tu disais, hein, le Brésil, ça a l'air d'être un petit peu différent. Quand tu regardes par rapport aux autres, ça a pas l'air d'être la même chose. Ils sont un peu à part. Mais je pense que... il faut y aller au Brésil pour voir si c'est à part vraiment. Je pense que dans les favelas, le fonctionnement est le même. Il y a juste la langue qui diffère. Ouais, bien sûr. Au final, la langue change, les problèmes pas tellement, malheureusement. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, je te propose... Il n'y a plus de questions, Adrien, sur la Colombie? On a encore des questions dans le chat? Écoute, là c'est bon, on a fait le tour a priori sur la Colombie et l'Amérique du Sud. On peut partir du côté de l'Italie. Très bien. Faire le tour, c'est un bien gros mot évidemment parce qu'on pourra en parler évidemment toute la soirée. Mais on va prendre l'avion et on va aller du côté de nos voisins préférés, certainement, ceux qu'on aime tellement en France, nos amis italiens et notamment la ville de Naples. Rodrigo, puisque pareil, hein, vous pouvez retrouver ça sur évidemment l'Instagram de Rodrigo DVCO, affiché juste au-dessus de lui, et évidemment aussi sur le site où vous pouvez retrouver la collab. Et du coup, tu étais aussi allé du côté de Naples, Rodrigo. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler de la genèse du projet et de l'objectif que tu t'étais fixé en allant du côté de Napoli? Alors la genèse de ce projet-là, c'est qu'en étant sur Marseille, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais répliquer comme projet en ayant fait ce projet-là en Colombie qui parlait donc de la vida real. La vida real, c'est-à-dire la vraie vie. C'était aussi un peu provocateur la vraie vie parce que dans la vida real, je ne montre pas forcément tout. Et pour montrer tout, il faudrait donc le continuer toute une vie. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc je me suis dit à Marseille, qu'est-ce que je peux faire à Marseille? Voilà, Marseille en France, c'est un peu, comment dire, le vilain petit canard parce qu'on est tellement à juste titre, parce que peut-être qu'on parle un peu trop fort, on crie un peu trop fort, on dit qu'on est les meilleurs un peu trop fort, on a l'étoile un peu trop fort, je sais pas, c'est peut-être à juste titre, on le cherche aussi, donc ça, franchement, comment dire, on l'assume à demi, mais on l'assume. Et il était tentant de faire, entre guillemets, à Marseille, un projet, mais je n'avais pas trouvé un angle qui me plaisait à Marseille, parce qu'à Marseille, tout a été fait au niveau photographique, et c'est surtout très bien quadrillé par certains photographes à Marseille, et je m'étais dit que ça serait difficile pour moi de me faire une place à Marseille au niveau de la photographie dans un premier temps, parce que ça bouge pas mal maintenant. Et je me suis dit comment je peux parler de Marseille différemment, et je me suis dit par sa souche napolitaine, parce qu'à Marseille il y a énormément d'Italiens. Il y a énormément bien sûr d'immigrés d'Afrique du Nord, de Marocains, d'Algériens, mais il y a aussi beaucoup de Napolitains. Il y a beaucoup en fait, c'est tellement cosmopolite, mais les Napolitains ont quand même eu une histoire à Marseille et sont toujours très présents à Marseille. Parce que mon beau-père, ou en tout cas le compagnon de ma belle-mère est napolitain.
Donc en fait, c'est grâce à lui que j'ai goûté un peu à Naples à travers, parce qu'il parle le napolitain, c'est pas de l'italien, c'est le dialecte napolitain, le nabo. Voilà, il vit pas pour Naples. Quand je vais chez eux, il y a toujours la chaîne italienne et la chaîne de Naples qui tournent en boucle, les matchs de Naples qui tournent en boucle, les actus de Naples, tout est Naples chez eux. Ouais, Donc c'est par lui tu que dors, j'ai... tu manges Naples. Quoi. Voilà. Lui, il vit, il dort, il mange Naples. Et je me suis dit, putain, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est parler des Napolitains, de la culture napolitaine à Marseille. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit, bah, il faut aller à Naples pour comprendre ce que c'est Naples, en fait. Parce que Naples, voilà, c'est toujours la même chose finalement que Medellín, c'est le même reflet. C'est incarné par la série Gomorrah, c'est la Camorra, c'est toute cette violence-là qui existe et qui continue, comme à Medellín ou en Colombie. Il y a la violence, il y a toujours la même chose, mais il n'y a pas que ça. Et c'est dommage de ne pas parler d'autre chose que de ça, parce que c'est tellement... Naples, c'est pareil, je me suis pris une claque quand je suis allé à Naples. Pourtant, j'ai fait quelques pays, j'ai fait quelques villes, quelques grands voyages, mais Naples, c'était... ouais, je me suis pris une claque parce qu'ils sont vraiment dans une culture à part en Italie, comme Marseille finalement, qui est un peu à part en France. Et donc j'y suis allé un gros week-end avec mon beau-père et par là je me suis dit, je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire à Naples? Je te propose de me suivre finalement, que c'est moi qui soit le guide parce que j'avais mon appareil photo. Donc je me suis dit, tiens, on va se perdre dans les ruelles, on va pas forcément aller là où les touristes vont. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai fait des rencontres assez formidables à Naples. Et c'est surtout là où je me suis dit, putain, c'est fou. Ça fait 30 ans que Maradona il est parti, mais il est toujours omniprésent. Et là, il doit être encore plus que présent qu'il est parti, tu vois. Et c'est... Voilà pourquoi je suis allé à Naples. C'était vraiment... la jeunesse, c'était pour parler de Marseille par sa souche napolitaine. Mais finalement, le projet va s'orienter vraiment que sur Naples, dans un premier temps. Et j'ai tissé aussi des liens à Naples avec des collectifs de photographes et avec un Antonio qui est une espèce de mascotte dans le quartier espagnol de Naples. Le quartier espagnol, c'est le centre-ville, le cœur de Naples, très populaire. Où il y a toujours aussi pas mal de problèmes, mais je me suis senti un peu comme en Colombie en fait. Comme à la maison quoi. Ouais, une atmosphère, et il l'a senti justement, les gens que je rencontrais, ils l'ont senti que j'avais aucune préjugé sur eux en fait, alors que ce que tu vois, ça peut être ce qui est vu dans les films, finalement, une espèce de caricature, mais quand tu vas dans les maisons ou quand tu rencontres les personnes, que tu parles avec eux, tu vois c'est au-delà de ça, quoi. Qu'il y a une vie... Qu'il y a une vie de tous les jours et une vie qui n'est pas forcément voilà, à couteau, j'ai plus l'expression, mais où tu sors en ayant forcément peur. Il y a aussi une vie dans tous ces quartiers-là et dans ces villes-là. Moi, je me permets juste de recontextualiser très rapidement, et tu dis si je m'arrête, mais c'est l'image en tout cas que j'ai un petit peu. C'est qu'en gros, l'Italie, donc Naples, comme tu l'as dit, quelque chose de très spécifique, une ville voilà, où c'est différent. Et l'Italie, plus globalement, l'Italie, c'est quand même un petit peu, on va dire, coupé en deux, où tu as quand même le nord de l'Italie qui est quand même réputé pour être plus riche, voilà, plus riche, et le sud en général qui est considéré en Italie comme un peu plus pauvre. Et Naples, si je dis pas de bêtises, doit être la ville la plus grande du sud de l'Italie, et du coup, faut s'imaginer tout simplement, voilà, une partie nord un petit peu plus riche, une partie sud un petit peu plus pauvre, et la grande ville de ce côté un petit peu plus pauvre, voilà, qui est Naples, du coup, dans le sud de l'Italie, donc forcément avec des quartiers populaires, et malheureusement le côté sensationnel qui peut en être pris d'une grande ville
d'un grand pays, mais d'un côté un peu pauvre, et tout, voilà, tout ce que tu as déjà dit avec la Comora, etc. Et ces choses-là qui font malheureusement un peu plus vendre, quoi. Bah, exactement. Et puis, tu vois, pour parler vraiment de mon contact Antonio, qui lui est comment dire, omnibulé, en fait, il est obsédé par Maradona. C'est, pour dire, en fait, c'est lui qui se considère le gardien du temple de la grande fresque qui a Maradona. Il a son petit stand au pied de Maradona. Donc, quand tu vas sur Instagram, le petit shop ou les chaises qu'il y a sur les photos de cette fresque-là, c'est chez lui. Et c'est ce contact-là que j'ai à Naples. Et lui, il m'ouvre en fait énormément de portes et de portes dans ce quartier espagnol, parce qu'il connaît énormément de monde. Et puis surtout, il a une histoire assez particulière, parce qu'il a fait 10 ans de prison dans les geôles romaines, à Naples, un peu partout. Donc il est bien sûr, il est original, on va dire ça comme ça. Mais on va dire maintenant, je pense qu'il s'est rangé, et surtout, là où je trouvais qu'il y avait une espèce d'humanité, c'est dans l'amour qu'il porte pour sa ville, et surtout pour Maradona. Et là, hier, dans la nuit, il m'a envoyé une vidéo. Il a repeint tout un parc de pots de fleurs avec des drapeaux de l'Europe, et le seul drapeau qui n'est pas européen, c'est le mien. Il a dit que ça, je l'ai fait pour toi, mon ami. Reviens quand tu veux. Reviens quand tu veux à Naples. Et pour la petite anecdote, il l'a mis à côté de celui de la Belgique, parce qu'il est omnibulé par Mertens de Naples. Et qui est à côté, lui, de Diego Maradona. Et moi, je suis là entre Diego Maradona et Mertens, en plein centre de Naples, dans le quartier espagnol. Il y a mon drapeau colombien, et pour lui, j'incarne en fait une espèce de... Et en fait, je pense que comment dire, ce qu'il a beaucoup aimé, c'est que je m'intéresse, en fait, sincèrement, à leur vie, en fait, à sa vie, mais surtout à leur vie, et pas forcément à ce qu'ils ont fait dans le passé, ou ce qu'ils peuvent véhiculer. Voilà, c'est ça. Pas ce qu'ils représentent. Je m'intéresse. Au niveau de la langue. Ouais. Et au niveau de la langue, lui, il me parle en espagnol, mais en espagnol italien. Donc mais on se comprend, voilà. Et puis il y avait mon beau-père qui lui parle napolitain. Donc il y avait une espèce. Mais pour tout te dire, cette série-là, je suis pressé de la reprendre, parce que voilà, j'ai déjà des petites photos de Naples, mais pour moi c'est rien. Toutes les photos que j'ai fait de Naples, ça représente rien dans ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je devais y aller en mars dernier à Naples, avant le confinement, pour voir Naples-Juventus et Naples-Barcelone. Oh là là. Et ouais, très moche. Et j'ai dû annuler au dernier moment, surtout le deuxième, parce que je passais par Milan, et à l'époque, la Lombardie était, entre guillemets, bouclée en quarantaine, et je me suis dit, non, il faut pas que tu y ailles, tu vas avoir pas des problèmes, mais tu vas être prise au piège là-bas. Tu prends des risques. Voilà. Donc là, j'attends avec impatience, et mon beau-père, surtout lui, il attend avec impatience de revenir à Naples, quoi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus finalement, parce que tu nous as abordé ça assez rapidement, tu as commencé du moins à en parler. Maradona à Naples, de ton point de vue, donc par rapport au travail que tu as fait, comment tu définirais, quelles sont les images fortes pour toi, qu'est-ce que tu as pu finalement trouver dans tes recherches par rapport à ce que Diego représente à Naples? Alors déjà, j'y suis allé justement sans... Alors je me rappelle plus si c'était avant ou après que j'avais vu le film qui était passé au Festival de Cannes sur Maradona, qui est un très très beau film. Et je crois que c'est après que j'ai vu, après mon passage à Naples. Et ça, je sais plus. Mais pour revenir donc que sur Maradona et Naples, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette temporalité-là. C'est que le mec, ça fait 30 ans qu'il est parti de Naples,
Et il est affiché absolument partout, que ce soit dans la pharmacie, dans les boucheries, dans la poissonnerie, bien sûr dans les shops de sport, ou même juste dans la rue, ou dans le métro. Enfin, il est partout. Et pour l'anecdote, je suis allé même dans le bar, dans le quartier espagnol, où il y a le cheveu de Maradona qui est figé et qui est en fait dans une chapelle Maradona. Et c'est écrit le cheveu miraculeux ou de Maradona. Donc c'est une sorte de procession. Une sorte de procession. Vraiment. Et ça, c'est dans un bar, quoi. Vraiment tout petit. En fait, il est tout petit. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup choqué, c'est cette temporalité-là. Alors, je savais qu'il y avait dans la culture napolitaine ou dans la culture sud-américaine une espèce on idole souvent des joueurs, où on s'accroche à des personnes parce que justement la vie est dure, du coup on s'accroche à des entités. Mais là, Maradona, c'est plus un homme, c'est un saint. Et à Naples, il y a 2 saints. Il y a le San Gennaro, qui est le saint patron de la ville. Et quand je suis allé à Naples, justement, c'était pendant les festivités de la San Gennaro. Donc ça aussi, c'était assez particulier. Et l'autre saint, c'est le saint Maradona. Et pour tout vous dire, même Maradona, ça lui faisait peur, parce que les Napolitains le voyaient vraiment comme comme idole, quoi. Comme immortel, comme un dieu, comme un saint, intouchable, ou si on le touche, il peut faire des miracles. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui a récolté un peu de transpiration. Enfin, je sais pas, il y a tellement de légendes c'est fou. sur Maradona. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est cette temporalité-là. Ça fait 30 ans qu'il est parti de Naples. Pourtant, il est parti avec fracas et perte et fracas de Naples. Hein. Il a été rejeté par la ville, par les Napolitains. Mais bon, ils ont oublié vite, et finalement c'est devenu leur saint. Et quand il est mort, Diego, je peux te dire qu'à mon avis, il a dû avoir un peu un taux de suicide comme au Brésil, quand ils ont perdu la Coupe du Monde ou quand ils ne se sont pas qualifiés. Il y avait cette légende-là. Je pense qu'il doit avoir aussi des choses un peu tristes comme ça, parce que beaucoup se sont tenus raccrochés, à lui, raccrochés à lui, ouais. Ah, c'est fou, c'est fou. Bah, on sait, hein, pour revenir sur une note peut-être un petit peu plus joyeuse sur ça, on connaît notamment les classiques, puisqu'on en entend souvent parler, mariage maradonien. Oui. Des mecs qui se marient sous l'église maradonienne, avec tout le folklore, écharpe et tout le bordel. C'est incroyable. Moi je trouve ça fou. C'est vrai que c'est poussé à l'extrême. En fait, ce qui est dommage, je pense, c'est malheureusement, comme tu le dis si bien, Rodrigo, il y a malheureusement aussi, je pense que Maradona a aussi comblé un vide à un moment donné, un vide quand c'était dur. On a tous connu ça, parce que le football c'est aussi ça, c'est quand parfois c'est dur, on est content le week-end d'aller pouvoir aller au stade, se détendre, etc. Et quand on sait ce que Maradona sportivement a apporté à la ville de Naples, et la magie surtout qu'il a apporté au San Paolo, qui est d'ailleurs maintenant, si je me trompe pas, le stade Diego Maradona, d'ailleurs, si je me trompe pas, renommé récemment, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Et en fait, c'est dommage, je pense que c'est un peu dommage, c'est quand il a vraiment pris une place tellement grande dans la vie des gens pour combler un manque que c'est pas bon quand tu te retrouves à devoir te pousser au suicide parce que le plus grand joueur, un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand joueur, est décédé, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense aussi que l'important, c'est aussi de penser à tout cet héritage qu'il a laissé aux gens et qui penseront toujours à Maradona avec un sourire pour tout le bonheur qu'il a donné. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu de telles réactions, et notamment on a vu la folie en Argentine, etc. Et en ce moment d'ailleurs, il y a un gros déchaînement de haine, notamment contre son docteur, notamment en ce moment, qui est en grand danger d'ailleurs. Et oui, carrément. Et non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je voulais dire sur Diego, c'est que, comme tu l'as dit, il a apporté quelque chose à Naples. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Naples, comme déjà, à l'époque, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Et il l'a prouvé en allant à Naples, en leur faisant gagner une Coupe d'Europe, en battant la Juve, en gagnant
des coupes en fait. Ils n'avaient jamais rien gagné jusqu'à là et Maradona il arrive et il rafle tout et même il gagne contre leur ennemi juré qui est Turin et Milan quoi. Donc surtout Turin. Donc c'est vrai que vu qu'ils avaient rien, Maradona leur a apporté en fait du bonheur tout simplement lié au football, mais ça s'est vite transformé en espèce d'euphorie et d'euphorie qui continue à perdurer, que ce soit à Naples, en Argentine, mais même partout ailleurs. Rien qu'à Marseille, il y a eu une fresque qui s'est faite de Maradona, que j'ai pris en photo d'ailleurs, et partout où il est, Zidane, il est même à Marseille, je crois qu'il n'y a même pas de street art de Zidane. Et le plus gros street art, c'est Maradona. Zidane, il y est un peu, mais je vois un shop où il y a un côté Zidane et de l'autre côté Maradona. C'est le seul truc où je vois qu'il y a Zidane. Maradona, il doit représenter, mais c'est aussi parce que c'est Marseille. Mais il y a toujours en tout cas, oui. Excuse-moi Rodrigo, à Marseille, il y a toujours le grand Zidane Adidas de la pub de 98. Non. C'est vrai qu'il avait été enlevé. Il a été enlevé. Mais par contre, Zidane est toujours dans nos têtes. Hein. Il est même derrière moi. Moi, je reviens justement, vite fait, Tommy, je me permets, parce que du coup, ça prend tellement de sens. Tu parlais, là, Rodrigo, juste avant, du fait que Diego Maradona et du coup fait monter Naples. Hein. En plus de ça, on vous invite éventuellement à avoir plongé un petit peu sur l'arrivée de Diego Armando Maradona à Naples. Juste déjà son arrivée. À l'époque, il arrive de Barcelone. Déjà, c'était quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, il y avait Marseille dans les discussions. Ça, et pour l'anecdote, mon beau-père napolitain, il travaille dans un complexe hôtelier à Marseille et il a rencontré Maradona à cet complexe hôtelier à Marseille quand il était de passage avec l'équipe d'Argentine, je crois. Il a dit waouh, j'ai vu Maradona, un truc de fou. Et oui, Tapi, il voulait le signer et je sais pas. Après, pour tout vous dire, je sais pas par quel moyen il aurait fait signer Maradona à Marseille. En sachant comment le club fonctionne et en sachant comment la ville fonctionne, c'est un peu comme Naples fonctionne. On ne sait pas comment ils ont réussi à faire venir Maradona à Naples, alors qu'il était à Barcelone, qui était un monstre à l'époque. Bien sûr. Comment ils ont fait, on peut s'imaginer, mais c'est la légende qui fait ça. À Marseille, ça aurait été la même chose. On aurait pu... On ne sait pas. On sait. Voilà. C'est parfait, mais là c'est parfait parce que justement Witch nous a partagé, merci beaucoup Witch, un documentaire sur Maradona qu'Arte a fait, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Justement, c'est exactement moi ce que je voulais dire par rapport à son arrivée à Naples, parce que oui, du coup il y a eu beaucoup de légendes, etc. Même si légende, c'est un bien grand mot, parce qu'encore une fois, il arrive de Barcelone, qui était déjà un monstre à l'époque, et Naples, qui n'est pas, pour les plus jeunes qui nous suivent, qui n'était pas un club connu à l'époque, qui était plutôt un club de série B, voire moyen de série A, donc on n'était vraiment pas sur un taulier. Et ça revient sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes de ça, sur le fait de la fracture qu'il peut y avoir en Italie entre le nord et le sud. Il faut savoir que du coup, à l'époque, tu parlais de Rodrigo, des ennemis, donc, que sont Turin et Milan, donc qui sont évidemment dans le nord, et en fait c'est, si je crois, pour avoir regardé ça de tête, c'est la première fois qu'un club du sud gagne quand il arrive en fait le calcio, et c'est la première fois qu'un club du sud de l'Italie, en plus de ça, au-delà de Naples, il y a toute une partie de l'Italie qui s'est sentie un petit peu représentée, tu vois, avec justement cette fracture qui est un petit peu, là c'est un peu plus, pas politique, mais on va dire géographique avec l'Italie, mais de se dire que voilà, la partie sud du pays un petit peu plus pauvre pouvait aussi venir à la lutte avec les grands riches, entre guillemets, et il y avait aussi donc du coup tout ce côté, cette lutte sociale, tout simplement, qui a pu représenter Rodrigo, qui a pu représenter aussi Diego Armando Maradona, Rodrigo, bien sûr. Clairement. Après, pour revenir vraiment sur un petit, une petite anecdote personnelle, et même je pense qu'on est tous de cette génération-là, c'est qu'on est très peu à l'avoir vu jouer parce qu'il a arrêté avant qu'on nous
avant, en fait, finalement. Et en fait, moi, je dis toujours pourquoi j'aime Maradona, c'est parce que toutes les vidéos, toute la légende de Maradona m'a donné envie de m'intéresser au foot. Et surtout, je dis souvent, c'est ce que je dis souvent, s'il n'y avait pas eu Maradona, moi, j'aurais pas aimé Zidane, j'aurais pas aimé Ronaldinho. Je dis en fait, c'est Maradona qui m'a fait aimer Zidane, qui m'a fait aimer Ronaldinho. S'il n'y avait pas eu Maradona, je sais pas en fait finalement ce que le foot serait. Il y aurait sûrement quelqu'un d'autre. Mais Maradona, il est tellement cinématographique, il y a tellement une légende. Le personnage en lui-même, il est tellement atypique. Il y a une dramaturgie. Il vient des bidonvilles de Buenos Aires. Son père, je crois qu'il est indigène. Donc il y a aussi cette part de mystique chez lui. Il est très touché par la religion. Donc il y a tout un personnage qui fait que pour moi ça représente un foot que j'aime moi. Il y a plusieurs foot, mais ce foot-là que Maradona incarne, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Donc, après, d'autres vont aimer d'autres personnages. Je préfère l'image plus lisse de Pelé. Ils vont dire, moi, je préfère le foot de Pelé. Ou d'autres, ils vont dire, bah, là, les jeunes vont dire, je préfère plutôt Mbappé que Neymar. Et même si je n'aime pas le PSG, moi, je préfère Neymar que Mbappé, parce que Neymar c'est quand même un personnage, et quand il va arrêter on va se dire putain toutes les frasques qu'il a eues, mais pour moi même quand il revient de blessure il revient toujours au top, et ça c'est une parole de Marseillais, hein. Je suis objectif sur la parole de non, c'est beau. Neymar. Pour moi c'est si je devais retirer vraiment toute cette rivalité au niveau footballistique, pour moi Neymar est dans les pas de Maradona que des pas de Pelé. Alors pourtant, c'est un Brésilien, quoi. Donc, dans ce qu'il représente. Voilà, dans ce qu'il représente, cette légende-là. Et j'ai appris une chose au niveau de Maradona, c'est que quand il était à Naples, à la période de Naples, justement, là où il a commencé vraiment à exploser, c'est là où il a même gagné une Coupe du Monde, c'est quand il était à Naples. C'est que Pablo Escobar, il l'a invité chez lui dans sa cathédrale, dans sa prison dorée. Maradona ne savait pas. Il a dit un jour, enfin après je sais pas ce qui est vrai et du faux, c'est toujours Maradona. En tout cas. Diego, il a dit, un jour j'ai reçu un appel de quelqu'un, il m'a dit il faut que tu viennes me voir, on va t'emmener, on va venir te chercher et tu viens. Bien sûr, il y a sûrement un peu d'argent entre guillemets à la clé. Il est arrivé, il a dit et là je me retrouve devant Pablo Escobar. Quand tu vois Maradona et Pablo Escobar, tu te dis putain, voilà, c'est le personnage. C'est ça. Deux des hommes les plus puissants d'Amérique du Sud, quoi. C'est un peu ça, à l'époque c'était un peu ça. Clairement. Donc c'est un petit lien qu'il y a entre Medellín et Maradona et moi-même avec Naples aussi. Donc c'est pour ça que Maradona incarne énormément de choses pour moi, et aussi pour ses origines indigènes, ses origines dans les bidonvilles, et puis pour le foot un peu spectaculaire et le génie du foot qu'il était, quoi. Et justement, moi j'en profite juste après, peut-être qu'on va passer dans une ville du sud-est de la France, donc juste après ma question. Si je dis pas de bêtises, là c'est le moment un peu promo, il y avait des photos de Naples avec ta collection avec Maison Transversale, si je dis pas de bêtises. Il y a, avec ma collection transversale, c'est une photo de Naples. Une photo de Maradona de Naples, c'est une photo, c'est peut-être la plus belle photo que j'ai de Naples, c'est celle-là. Et même, je pense que c'est la seule que je choisirais pour continuer ma série. C'est dans le quartier espagnol, c'est de nuit. Oh non, c'est même pas de nuit, c'est en plein après-midi. Et pareil, comme il y a toujours une sens de la composition que j'essaye de chercher, il y a la Vespa qui passe. Donc on est à Naples. Il y a Maradona avec le maillot de Napoli, mais je voulais aller encore plus loin avec le petit détail italien avec la Vespa, quoi. La Vespa qui passe, et d'ailleurs moi j'en profite
Maison transversale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Tu m'arrêtes Rodrigo si je dis une bêtise, mais c'est donc un concept store football. Alors c'est plus que ça. À Marseille. C'est plus que ça en fait. C'est un lieu dédié au sport. Donc il y a le basket, il y a le foot, il y a le tennis, il y a de tout en fait. C'est un lieu qui en fait promeut le sport en général de manière un peu plus culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie librairie avec plein de livres sur le sport. Il y a une partie aussi artistique, donc avec tout ce qui est tirage photographique, illustration d'artistes locaux marseillais. Et il y a une partie boutique, plutôt de fringues, où tu peux t'acheter, via avec leur collaboration notamment avec le t-shirt foot. Okay. Mais ils sont aussi beaucoup dans le vintage. Ils adorent aussi mettre à l'honneur justement toute l'histoire du sport. Donc il y a aussi les collections avec la marque Copa qui fait des maillots vintage football. Donc c'est en fait un lieu dédié au sport et à la beauté du sport par sa culture et par sa diversité et par son histoire. Ça c'est Maison Transversale. Par contre, ils sont à Marseille. Donc à Marseille, comment dire, c'est un peu plus dur de parler de rugby que de foot. C'est un peu plus dur de parler de tennis, bien qu'il y a Benoît Paire, que de foot. Donc, attends, excuse-moi Rodrigo. Laisse-moi te couper. Voilà. Si tu parles de Benoît Paire. Moment de jingle. Ouais, tu peux y aller. Voilà, et pour tout te dire, Benoît Paire, il a fait un tatouage dans la même rue que Maison Transversale. Je l'ai vu en story, il était dans la même rue. Je me suis dit, putain, il faut que j'y aille, il faut que je le rencontre, Benoît. Incroyable. Enfin, bref, voilà. Donc, mais voilà, t'es à Marseille, t'es obligé. C'est un peu plus difficile de promouvoir le rugby que le football. Et du coup, oui, donc il y a un aspect très football parce que t'es à Marseille. Obligatoire. Et pas forcément l'OM, bien que ce soit des partenaires officiels de l'Olympique de Marseille, ils travaillent directement avec le club. Ils aiment élargir vraiment le champ en parlant de l'histoire. Donc ma photo, concrètement, c'est une photo de Maradona à Naples, donc il n'y a rien à voir avec Marseille, c'est plutôt vraiment l'histoire du foot et de la légende Maradona. Donc oui, et donc avec Maison Transversale, donc j'ai une première collection de t-shirts qui a été sortie malheureusement 10 jours avant la mort de Maradona. Et il est mort donc une semaine, même peut-être après, et du coup, on n'a pas pu faire la promotion parce que moi je trouvais ça indécent de faire une promotion d'un t-shirt, même si je pense qu'à l'époque, il y en a plein qui ont sorti leur t-shirt Maradona, mais moi je voulais pas. Au départ, je voulais faire une petite promo avec eux, et je leur ai dit, bon écoutez, et en fait j'ai appris la mort de Maradona quand j'étais à Maison Transversale pour un rendez-vous. Je vois sur mon texto de ma belle-mère qui me dit Maradona est mort. Je leur dis putain les gars, Maradona est mort. Et ils étaient en train de me montrer le t-shirt qu'on venait de recevoir, et je me suis dit putain. Mais après on savait que du coup il y aurait une espèce d'engouement, donc une répercussion. Ouais, une espèce de répercussion. Donc il s'est vendu un peu comme des petits pains dans les premiers jours qui ont suivi, même les premières semaines, à la fin d'année, quoi. C'était un produit qui était très recherché. Mais au-delà de ça, c'est de la photo. Donc de la photo, pour revenir vraiment en parlant du débat photographique que je fais, moi j'ai exposé en galerie, donc dans des lieux très aseptisés, où personne ne se parle, où tout le monde doit chuchoter. J'ai exposé dans des lieux comme ça, mais moi je préfère exposer dans la rue, je préfère exposer dans les bibliothèques, dans les cinémas, là où il y a les gens, où je peux échanger avec le monde en fait. Parce que la photographie, on la voit comme un art très élitiste, et c'est un art très élitiste. Mais je pense que dans notre époque, tout le monde peut se dire photographe,
avec les moyens, avec les beaux appareils photo, même les beaux smartphones, avec un iPhone qui fait des magnifiques photos. Mais qu'est-ce qui diffère un photographe professionnel avec un photographe amateur? C'est l'utilisation de la photo. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire de cette photo-là ou de ta série photographique? Est-ce que tu veux publier un livre? Est-ce que tu veux la projeter? Est-ce que tu veux la coller? Et moi, j'ai envie de faire tout ça. C'est-à-dire que j'ai envie de la sortir des galeries froides et aseptisées parisiennes et de la coller sur des t-shirts, de la rendre un peu plus accessible en fait, populaire, la rendre accessible et populaire. Voilà, tout en respectant aussi ce côté art de la photo. Donc il y a des propositions de tirage. Toi, t'en as un, t'en as même plusieurs en fait finalement. Et donc je propose aussi ce côté plutôt vraiment purement artistique, photographique, avec des tirages ou des expositions un peu plus cadrées, mais j'aime aussi aller dans le hors cadre et d'aller plutôt à la rencontre des gens. Et quand Maison Transversale, ils m'ont demandé est-ce que tu aimerais pas qu'on fasse une collaboration, une ligne de vêtements avec une de tes photos, bah, je leur ai dit écoutez, ouais. Et c'est même moi qui ai démarché en fait. Et c'est eux qui m'ont rappelé en disant bah écoute, ton profil nous intéresse beaucoup parce que justement ils se sont aussi cassés les dents sur certains photographes qui ne voulaient pas mettre de la photographie sur du t-shirt, qui considéraient peut-être un peu blasphématoire limite. Mais il y a des photographes qui ont accepté, il y a moi comme il y en a d'autres. Et je trouve que de jouer le jeu, de rendre un peu plus accessible et un peu plus ludique en fait la photographie, parce que la photographie se perd dans l'intérêt, je pense, de chacun, mais dans la masse aussi peut-être. Voilà, ouais, un peu dans la masse aussi, mais de la rendre un peu plus visible sur un t-shirt, je trouve que il y a rien de mal quoi. Et surtout voilà, dans leur concept, c'était Maison Transversale, c'est tout un concept que j'aime, comme le vôtre en fait, un peu similaire. Vous êtes plutôt dans une sur le digital, mais en parlant de la culture foot. Eux, ils sont dans une boutique et ils parlent de la culture sport. Et il y a des semblants, quoi. Donc j'ai accepté de suite, hein, et je leur ai proposé une sélection de photos, et c'est celle qu'ils ont retenue. Et j'étais super content, parce que... Allô? Ah, il semblerait qu'on ait perdu Rodrigo. Ouais. On est toujours là, Adrien, on est toujours en live, mais il semblerait qu'on ait perdu Rodrigo, les amis. On a perdu... Ah, il est là, on t'a récupéré, Rodrigo. On t'a perdu pendant quelques secondes, on t'avait juste perdu, donc on a probablement perdu ta dernière phrase. Mais c'est bon, t'es de retour avec nous. Et donc je disais, moi j'étais content de collaborer avec Maison Transversale, et demain il y a une nouvelle collection qui sort avec Maison Transversale, où j'y suis encore avec une autre nouvelle photo. Et là il y a des t-shirts et même des suites à capuche un peu plus street. Ouh. Et il y a celui de Maradona, justement, de Naples. Ça me plaît beaucoup ça. Il y a celui de Naples, justement, de Maradona en suite à capuche. Et il y a une autre photo, et c'est pas du foot, là c'est encore un tout autre sport, je vais pas dévoiler. Enfin si, je vais le dire, c'est du basket. Ouh, et il y aura un t-shirt et suite. Et c'est pour tout vous dire, moi je suis pas fermé justement au niveau du sport. Voilà, je leur ai envoyé aussi du basket. Je leur ai dit écoutez, là j'ai ça, est-ce que ça vous intéresserait de cette photo-là? Ils ont dit ah ouais, celle-là est claque pour la collection printemps-été, tout simplement, qui sort demain, avec deux gros autres artistes marseillais. Et on va dire qu'ils ont fait les choses qu'il fallait pour promouvoir, parce que du coup demain il y a la collection qui sort, il y a un clip vidéo qui sort, il y a une interview qui sort où je parle aussi de ce que je fais. Il y a tout un concept, et ils sont sérieux, Maison Transversale, en plus qu'ils sont sérieux, c'est-à-dire qu'ils respectent l'art, que ce soit la photographie, l'illustration,
ou le sport. Pour moi, le sport, c'est de l'art. En plus de ça, ils ont une démarche vertueuse, c'est-à-dire qu'ils veulent, les t-shirts sont en 100% coton bio. Ils veulent travailler qu'avec des artistes locaux, marseillais. Donc il y a aussi cette recherche un peu sociétale. Ils veulent vraiment faire les choses bien, quoi, vraiment bien propres. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de collaborer avec eux et que j'espère que ça continuera et j'espère pouvoir toucher même leur partenaire qui est l'Olympique de Marseille, un de ces quatre. Ça serait pas mal. Et d'ailleurs, au passage, je me permets, je tiens à passer un petit message à Witch, pardon, à notre modérateur dans le chat qui a littéralement lu dans mes pensées, puisque proactivement, c'est ça, tu vois, travailler avec des professionnels, Rodrigo. Witch, notre modérateur, a mis le lien du site de Maison Transversale dans le chat, donc les amis, Formidable. vous avez juste à aller faire un petit tour et vous avez le lien de Maison Transversale. Donc comme ça, dès demain, quand il y aura une nouvelle collection, vous êtes tout de suite dessus pour rider un joli petit hoodie pour cet été là, sortie de plage. Grave. Il fait un petit peu froid, t'as le petit vent, t'as ridé le t-shirt toute la journée, tu mets le petit hoodie par-dessus en sortie de plage, t'es refait pour aller au barbecue derrière. Donc les amis, petit tour sur le site de Maison Transversale pour aller voir dès demain la nouvelle collection. Exactement, demain il y a une nouvelle collection et vous pouvez toujours voir la collection qui est sortie en novembre sur Maradona, donc avec le t-shirt en blanc qui sera disponible dès demain en noir aussi. Et il y a aussi le tirage de photos de Maradona qui est disponible, en sachant que moi j'ai fait un effort sur le tirage photo, c'est-à-dire que normalement mes prix ne sont pas ceux de Maison Transversale, ils sont beaucoup plus élevés. Mais j'ai comment dire, cette envie le sport, c'est quand même comment dire il n'y a rien de plus populaire que le sport. Oui. Tu mets un trader en costard cravate, en short, basket et maillot de foot, il va se confondre avec un vendeur de fruits et légumes. Tu le mets, tu sais pas qui est qui, quoi. Donc pour moi, il n'y a rien de plus populaire et plus aussi comment dire qui réunit en fait. Il réunit tout le monde en fait. Rassembleur. Voilà, les gens. Rassembleur, voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, pour aller jusqu'au bout, oui, tu le laisses libre sur le tirage photo et l'utilisation de tes photos, en sachant que voilà, j'avais confiance en eux. Et donc pour vous dire que ils vendent des photos avec un prix accessible, beaucoup plus accessible que si vous démarchez directement avec moi. Okay, bah, d'accord, et moi j'ai une question très pratique avant Tommy, j'imagine que tu as une autre question dans la foulée. Moi c'est une question ultra pratique, genre un peu vie du quotidien, comment mais vous allez comprendre la question parce que encore une fois on vous invite à aller attention, demain je sur me la nouvelle méfie, collection. Préparez-vous, mouillez-vous et dès ce soir ça va piquer. Vas-y, rien, pose ta question. On va parler de mouiller, tout simplement. C'est comment tu nettoies un t-shirt ou un pull avec une photo dessus. Est-ce que c'est plus à l'envers? Ouais, je sais pas, c'est une vraie question en vrai, c'est une question qui peut paraître bête, mais moi j'aurais peur d'abîmer la photo. Non, mais tu la laves à l'envers. Bah tu la rachètes. Usage unique, les t-shirts de Rodrigo sont un usage unique, il faut le savoir, ça par contre. Donc achetez-gens une bonne dizaine si vous voulez faire l'été complet. Non, mais justement, c'est ça que je voulais dire, justement. Alors toi, justement, tu as cette approche-là du t-shirt, de la photo, ce qui est normal, tu n'as pas envie de l'abîmer. Mais justement, c'est là où j'ai envie de dire, mais non, qu'est-ce que c'est une photo finalement? C'est une photo, c'est une photo, il n'y a rien de sacré, quoi. C'est une photo, donc tu peux t'inspirer, tu peux jouer au foot. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé de le coller sur un t-shirt. Putain, là, il y a mon petit qui dort, mais j'aurais bien aimé chercher mon t-shirt de Naples, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Mais, désacraliser un peu le truc. Ouais, désacraliser le truc et de rendre accessible justement une photo. Ok, super. Et juste pour répondre à ta question, Adrien, parce que moi je te garantis que des maillots de foot, j'enlève depuis un sacré paquet justement pour pas enlever le flocage. C'est à l'envers, si possible à la main éventuellement, avec un séchage extérieur si possible pour conserver le meilleur. Mais je te conseille pas en tout cas de le laver genre, je sais pas moi, à 60 sans le retourner et le passer derrière au sèche-linge, tu vois. Parce que alors là par contre tu risques de prendre de la chair, tu vois. Là, ça à l'envers, voilà. Donc les amis, si vous nettoyez, vous aimez votre maillot, tu vois. Moi mon maillot de Rennes Ligue des Champions, c'est tout le temps à la main. C'est tout le temps à la main, c'est pas autrement. Tu vois ce que je veux dire,
C'est Alain. Du coup, alors, ce que je vous propose, les amis, parce qu'on avance quand même dans la soirée et c'est tellement Et passionnant. oui, ça file. Hein. Pourrait. Donc, comme Adrien, alors en fait, Adrien tout à l'heure m'a totalement niqué en voulant faire le malin ma transition, parce que j'avais une transition absolument parfaite. Donc, je vais la recommencer. Ah mince. Rodrigo, savais-tu que Diego Maradona souhaitait aller à l'Olympique de Marseille à un moment donné quand il était à Napoli? Mais ça va être l'occasion de parler de l'Olympique de Marseille, du coup. Toi, le grand fan de Marseille, alors depuis combien de temps es-tu à Marseille? Et évidemment, Adrien, tu pouvais pas le savoir puisqu'on en avait pas parlé, on ne s'organise pas avant sur ces choses-là. Mais en tout cas, voilà, Marseille. Allez, déjà, comment t'en es venu à Marseille et comment ça se passe pour toi en ce moment? Alors moi, mon premier maillot de foot, c'était Robert Pires, Ok. marseillais. Et j'étais à Montpellier à cette époque-là, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, quoi. Donc Robert Pires, mon deuxième maillot, c'est Zidane. J'ai eu 2 maillots pendant très longtemps, c'était Pires. Zidane à l'OM? Non, Zidane de Madrid quand il est arrivé à Madrid, Donc, numéro je connais, 5. Je Numéro crois. 5, ouais. Et en fait, Marseille, c'est con à dire, mais mon grand-père, lui, était plutôt pour. Je me rappelle, là, j'ai une image d'enfance. Je devais arriver de Colombie, je dois avoir 6 ans. Moi, je suis arrivé en Colombie à 4 ans, à 6 ans. J'ai une espèce d'image où il y avait une espèce de coupe où Paris a joué, peut-être. Et mon grand-père, lui, était fan de. Il n'était pas fan de Paris, mais il y avait Paris, quoi, tout simplement. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressé au foot. C'était à l'époque parisienne de Lama, des trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais eu un attachement pour le club, pour aucun club, hormis Marseille. Et je ne peux pas l'expliquer. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait déjà cette ferveur aussi, c'était frais encore dans les têtes de... C'était le Grand Marseille de l'époque aussi. Bien sûr. Donc, peut-être que ça a aidé, ça faisait que parler de Marseille et tout. Donc au niveau du foot, quand j'ai commencé au foot, il y avait que Marseille il y avait que des maillots de Marseille. C'est ça qui m'a sûrement guidé plus vers Marseille. Puis après, j'ai déménagé dans le sud, à Montpellier. Et pareil, on est à côté de Marseille. Et Montpellier, à l'époque, c'était pas du tout le grand club. Enfin, pour moi, c'est pas encore un grand club, mais c'était pas un club qui est de maintenant. Aussi solide que maintenant. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà. Et après, moi, je suis tombé un peu comment dire. Je me suis toujours intéressé à Marseille, au foot. Voilà, je me suis toujours intéressé au foot sans vraiment être supporter de Marseille jusqu'au boutiste. Pas jusqu'au boutiste Marseille. Parce que je trouve que Lyon, la gestion de Lyon par Aulas, je la trouve formidable pour un club français qui est stable depuis très très longtemps. Quand tu vois Galtier, ce qu'il fait à Lille aussi, je trouve qu'il fait des choses formidables. Donc, je trouve que la Ligue 1 est souvent critiquée comme... et ça, c'est les Anglais qui nous ont caricaturé comme ça, mais comme un sous-football, quoi. Pourtant, on a quand même des bons entraîneurs, des grands entraîneurs comme Galtier, on a quand même des gros centres de formation et tous les clubs européens se servent dedans. Donc on a une belle Ligue 1 et c'est vrai que qu'est-ce qui pour moi illustre pour moi la ferveur footballistique de la Ligue 1, c'est Marseille. Et je suis arrivé à Marseille il y a 3-4 ans. J'étais supporter de Marseille mais pas jusqu'au boutiste, hein. Donc c'est vrai que j'étais pour Marseille mais j'allais pas non plus être un peu allumé comme ça, on va dire ça. Oui, faire des déplacements pour le club. Si peu, Rodrigo. Voilà, toi, allumé de l'OM, si peu. Je me rappelle aussi quand même d'une Coupe d'Europe là, contre Parme, où Laurent Blanc il chie dans la colle. Ça m'a... C'est pas 99 ouais, je crois que c'est ça. 99, ouais. Il y a même un match ou un autre avec match. Le demi contre Bologne. Ouais, c'est ça. Contre Bologne.
il y a un autre match, là, c'était à l'époque où Barthez était revenu aussi. Pareil, il se foire complètement. Valence, en finale de Ouais, c'est ça. Expulsion avant la pause. Ouais. Donc, mais ça fait l'épopée de Marseille, ça fait les légendes de Marseille. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés par Marseille. Il y a eu aussi des grands entraîneurs. Il y a eu des belles épopées, mais il y a aussi eu des scandales. Il y a eu des frasques. Le dernier en date, c'était la commanderie. Et moi, pour revenir justement à Maradona, c'est le football que j'aime. C'est ce football très populaire, très populaire finalement, où le football dans les chaumières, c'est à sa place à table, tout simplement. Tu parles de football, tu vis de football. Et j'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Lille, j'ai vécu à Montpellier. On a vécu à Perpignan. Hormis à Marseille, j'ai jamais senti quelque chose d'aussi puissant en fait. Même à Lyon, la ville n'était pas jumelée ou entre guillemets mariée à son club. Et il y a très peu de villes, à part peut-être Saint-Étienne ou même Lens, être marié à son club. Et Marseille, c'est ça que j'aime, c'est cette ferveur que je retrouve, cette ferveur très latine finalement, que je ne retrouverais pas. Bah voilà, la question elle est simple et on a même une question d'un blaze marrant du chat, Docteur Smecta qui nous dit l'ambiance marseillaise, je pense, et justement, est-ce que ce côté, tu penses pas ce côté un petit peu latin, du coup, parce que t'es populaire en fait, tout ce que maintenant tu défends, tu fais avec ta photo, est-ce que tu t'es pas retrouvé un petit peu, on l'a dit avec je me suis retrouvé complètement en fait, on l'a dit avec à Marseille. comme à la maison quoi. C'est même pas avec l'Olympique de Marseille, c'est avec la ville de Marseille. Comme j'avais dit, je vous l'avais dit au premier rendez-vous, c'est que Marseille, là justement, même cette année, le maire de Marseille est monté au créneau contre la direction de Marseille. Je ne vois pas le maire de Lyon ou le maire de Bordeaux ou le maire de je ne sais qui avoir rendez-vous à la mairie de Marseille pour parler du club de Marseille, pour parler de la gestion du club de Marseille. C'est assez inédit. Et pareil pour la commanderie. La commanderie, si je me rappelle bien, déjà c'était assez explosif dans les rues de Marseille. Il y avait tous ces banderoles, tous ces graffitis dans les rues. Mais ça n'a pas été condamné fermement à Marseille, les agissements en fait. Bien sûr, ça a été condamné ce qui s'est passé parce que c'est condamnable. Mais ça a été limite excusé par le fait que la gestion du club, pour eux, a été complètement bâclée. Mais pour moi, c'est pas nouveau, c'est Marseille. C'est toujours un cycle de 3 ans, Marseille. Là, on va manger notre pain noir pendant 3 ans, et dans 3 ans, on va voir ce qui va se passer. Déjà des belles choses. Alors que je me permets, parce que c'est une très bonne réflexion de Chris, juste parce que j'y pensais aussi. Juste il y a eu Bordeaux récemment, où le maire aussi a mis la tête dedans suite à ce qui s'est passé. Il y avait eu, notamment avec l'histoire avec Longue Épée, quand ça se passait pas bien, le maire de Bordeaux avait mis la tête dedans. Chris Juppé. a raison. Oui, Juppé. Non, c'était pas Juppé. Même pas. C'est plus lui, c'est le nouveau... un nouveau maire qui était des Verts, je crois, mais qui justement lui, mais c'était encore autre chose. Il avait mis sa tête dedans pour être à Bordeaux à ce moment-là. Il avait mis sa tête dedans, mais ça avait beaucoup déçu. Les supporters girondins parce que il avait tenu beaucoup d'engagements. Il avait fait beaucoup de promesses. Bon, après, on va pas vous apprendre la politique, hein, mais il avait fait beaucoup de promesses au moment de son élection et au final, il s'était retiré pas mal de choses et notamment au niveau de son implication avec les Girondins. On en a parlé, mais en fait, on en a parlé plus parce que c'était de la déception de la part des supporters de ne pas voir le maire prendre plus de responsabilités dans justement la gestion du club et d'impacter plus que ça la gestion du club. Salut FCVB. Coucou FCVB. À Marseille, c'est un peu différent parce que j'avais l'impression que Payan, le maire de Marseille,
s'était rangé un peu auprès des supporters parce que notamment il voulait entre guillemets avoir un rendez-vous justement avec les directions pour parler justement de la dissolution des supporters de Marseille, et pour lui et pour la ville de Marseille finalement il était impensable de dissoudre les South Winners, et compagnie quoi. Le groupe de supporters. Mais en fait ça va au-delà de ça. Je pense qu'à Marseille c'est cette ferveur très latine. Alors bien sûr il y a cette Ligue des Champions qu'on a gagnée en 93, mais bon, le club il est tellement vieux, il a tellement une histoire comme la ville que c'est devenu un espèce de temple, le Vélodrome. Une institution. Une institution, un pouvoir même au sein de la ville. Bien sûr, il y a le football sur le terrain, sur le carré vert, mais à Marseille, le football, c'est surtout hors des terrains finalement. La vie du football à Marseille, bien sûr, dépend de ce qui se passe sur le terrain, mais pour moi, c'est 80%, c'est tout ce qui se passe autour. Rien que quand l'année dernière, l'été dernier, le Bayern avait gagné contre Paris en finale. Paris, la veille ou même la veille, il y avait tous les clubs de supporters qui étaient sur le Vieux-Port, qui surveillaient qu'il n'y avait aucun Parisien qui allait fêter quoi que ce soit sur le Vieux-Port, parce que le Vieux-Port, comme le Vélodrome ou la Notre-Dame de la Garde, c'est des entités qu'il ne faut pas toucher. Et ça va se répéter là s'il se qualifie contre Manchester. Je peux t'assurer qu'il faut être parisien dans sa maison, mais pas dans la rue à ce moment-là, quoi. Donc ça va au-delà en fait du sport. Et tu comprends que ça puisse choquer. Tu comprends que ça puisse choquer. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des bons côtés, et puis il y a aussi la bêtise. Et je dirais que cette bêtise, elle est c'est la folie du foot. Parce qu'on parle de Marseille, mais à Naples c'est pareil. En Amérique du Sud c'est pareil. Ça peut choquer, c'est sûr. C'est choquant. Pour moi, ce qui se passait à la commanderie, franchement, moi, ça m'a choqué. Ça a dû choquer aussi les joueurs. On se demande si Villas-Boas, ça l'a vraiment choqué, justement, ça aussi, et il n'y a pas eu ça qui a pesé dans la balance pour qu'il démissionne. Mais en prenant de recul, je trouve que c'est le foot, c'est ça en fait, c'est une espèce de d'une beauté, une fascination, voilà. C'est-à-dire que il y a le mauvais côté des choses. Tu peux pas les séparer. Ouais, c'est indissociable. C'est indissociable. Il y aura toujours cette bêtise, même sur le terrain. Quand tu vois les derbies, le dernier Paris-Marseille, quand tu vois Kurzawa et Amavi se crêper le chignon comme ça, d'un sens citoyen, c'est complètement con, parce qu'ils sont payés des millions pour se crêper le chignon. Je trouve ça, voilà, tu joues au foot. Mais voilà, c'est là que je voulais redire. Quand on jouait en district, dans notre petit club de village, c'était la même ambiance. Quand on rencontrait le village voisin, c'était la même bêtise. Donc la bêtise qu'il y a... Enfin, moi, j'ai connu ça. Moi, il y avait des espèces de derby entre villages. On avait la même bêtise qu'il y a en ce moment un peu partout. Qu'il y a en ce moment, tout simplement. Sauf que, bien sûr, là, c'est médiatisé, il y a des caméras et tout. Mais je trouve que à l'époque, quand je jouais au foot, il y avait la même bêtise. On voulait se foutre sur la gueule parce que c'était le village voisin. C'est la question, petite question du chat, même si je pense. Le chat qui a pris feu, la réponse. Pendant la discussion. Clairement. Alors, vous voyez, mais moi je vais te tutoyer, Rodrigo. Non, moi. Tu me vois. T'es pour qui demain? Même si je pense connaître déjà la réponse, pour qui es-tu demain soir?
Je suis pour le. Je suis pour Manchester. Franchement, tu peux pas. Après, alors, pour nuancer mes propos au niveau de Paris, je trouve que cette année, là, demain, ils vont avoir leur équipe type. C'est une des premières fois qu'ils ont leur équipe type. Et surtout, il faut pas oublier, parce qu'on parle souvent de Neymar, de Mbappé, parfois de Di Maria, de Verratti aussi. Mais pour moi, ce qui fait l'équipe de Paris, le succès de Paris, c'est Navas. Oui. Et même s'il y a deux monstres devant Navas, Kimpembe et Marquinhos, ça suffit pas d'avoir ces deux monstres-là en défense. Tu l'as vu que ça suffisait pas contre le Bayern. Ils se sont qualifiés, je sais pas comment ils se sont qualifiés, bravo eux. Mais c'est Navas qui porte l'équipe. Et Navas, quand il est là, voilà, pour moi, c'est Navas. Paris, ça change beaucoup de choses. De toute façon, les dernières éliminations de Paris, on en dira ce qu'on veut. Manchester avec Buffon, Areola qui n'avait pas forcément fait le taf aussi. Là, si Paris va aussi loin sur une Ligue des Champions au format normal, avec de l'aller-retour, bien évidemment que Navas a une place. Il n'est pas le seul, mais il a une vraie place cette saison. Déjà à l'époque, quand il était à Madrid, pour moi, Navas, il était un monstre. Et s'il a gagné autant de Ligue des Champions, c'est parce qu'il était là aussi. Et là, à Paris, quand tu vois le match contre le Bayern, t'as pas Navas dans les buts, t'as un autre gardien, même un top gardien. Franchement, je vois très peu de gardiens qui auraient pu faire autant de... Voilà, ils ont un bon... Là, cette année, ils ont... Là, ils ont aussi, mais là, cette année, voilà, ils ont... Et donc, je pense que si ils vont jusqu'au bout, ils pourront remercier plutôt le putain de génie qui a transféré l'échange entre Areola et Navas. Je sais pas comment ils ont fait, parce que tu peux pas échanger ça. Je sais pas comment ils ont fait. Le putain de génie que d'avoir mis... plus d'un demi-million en achetant Mbappé et Neymar. Franchement, Mbappé, ils sont arrivés il y a 2-3 ans. C'est là qu'on voit vraiment la différence avec Navas, en fait, qui est là, qui tire la baraque. Et avec les deux monstres aussi, comme Kimpembe et Marquinhos, quoi. Ça rappelle quelque chose au niveau de quand même des transferts et tout ça. On a souvent, justement, là, pour rester vite fait sur ce transfert-là, parce que je trouve ça intéressant. En plus, Tony, on en parle souvent sur son sens tactique, parce que Navas est un gardien un petit peu, comment dire, pas courant. Voilà, je vais utiliser ce mot-là, pas courant, de par la taille, de par le fait qu'il a été connu pendant une Coupe du Monde avec le Costa Rica, etc. Un parcours un peu atypique. Et ça nous fait rappeler aussi que, le poste de gardien est particulier. Déjà, que tu peux prolonger. Là, Navas a prolongé, il a 34 ans, ça reste une merveilleuse nouvelle. Tant mieux pour le PSG, je pense qu'il a facilement encore 2-3 bonnes saisons à bon niveau. Et de deux, ça nous rappelle aussi une chose, pourquoi l'échange il a été fait sans doute. Bon, à Madrid, peut-être un manque de glamour pour Keylor Navas, on va pas se mentir, mais il y avait aussi sans doute cet écart d'âge. Areola, gardien très jeune du PSG, et Navas, gardien un peu plus vieillissant. Ils se sont dit, bah voilà, nous on va récupérer une valeur marchande. Et en contrepartie, on va leur donner Navas qui est peut-être pas assez glamour et qui commence à avoir un peu d'âge. Et bah, 3 fois champion d'Europe. Voilà, c'est ça. Encore une fois, le football, c'est pas seulement avoir 20 ans et être prometteur. Le football, c'est aussi avoir des certitudes. Et c'est pas parce que demain, tu as le choix entre un mec de 29 ans ou 30 ans que tu considères vieillissant et le choix avec un minot de 19 ans qu'on annonce comme un futur crack, que la bonne affaire sera forcément celle qu'on pense. Tout simplement. Après, je pense également au niveau de Paris, là c'est vraiment pour être objectif. Quand je regarde les matchs de Paris, Navas, voilà, j'aime bien en plus les Sud-Américains, il est juste à côté, donc il y a quelque chose comme ça qui je ne peux pas entre guillemets cracher sur Navas. Par contre, je peux cracher sur Neymar. Non, je rigole. Mais Neymar, voilà, comme j'ai dit, pour moi c'est un génie. Même si tu es Marseillais, tu détestes Neymar parce que c'est un génie, justement. Parce que le gars, il est trop fort, donc tu es obligé de le détester. Mais s'il était à Marseille, je peux te dire que tous les Marseillais, il aurait déjà son street art sur la canebière, Neymar. Donc c'est un peu, entre guillemets, l'hypocrisie
Oui, bien sûr, de la voilà, rivalité. marseillaise, quoi. On va dire Ouais, ça attends, comme ça. par contre, Rodrigo, je me permets de te couper rapidement, par contre, juste sur une chose. Par contre, on sait que Neymar est un personnage extrêmement polarisant au Brésil, par contre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Oui, gens qui l'aiment beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas fans du ben, personnage. Hein. ben oui, c'est ça. C'est qu'en plus, je crois qu'il a des liens avec Ouais. Bolsonaro. Mhm. Donc, il est. Mais moi, je parlais vraiment que du foot. Pour moi, c'est un génie du foot, ce gars-là. Et en plus, à chaque fois qu'il revient, il est blessé, je sais pas comment. À chaque fois qu'il revient, à chaque fois, il te fait des râteaux dès qu'il revient, en fait, finalement. C'est comme le Et vélo. à chaque fois, voilà, c'est ça. Donc, moi, quand je regarde le PSG, bien sûr, si tu aimes le foot, ou ce foot-là, c'est-à-dire avec des stars, quand tu vois Verratti, tu vois Mbappé, tu vois Neymar, ça peut se comprendre d'aimer ce foot-là. Après, au niveau vraiment populaire du foot et de ce que pour moi représente le foot, que ce soit à Manchester City et Paris, parce que Manchester City c'est pareil, ils se sont fabriqués. Moi à l'époque, Manchester City, quand j'ai commencé le foot, il n'existait pas. C'est à coup de millions des Émirats. Ils ont acheté. Et là, ça commence à prendre. Donc, si tu aimes le foot, tu aimes Paris, tu aimes le Manchester City de Guardiola. Après, c'est au niveau de l'essence même du football. Je préfère voir l'Atalanta de Bergame avec Zapata Oui. ou Muriel. Je préfère même le Séville aussi de l'époque où il y avait justement Sampaoli, où il y avait du jeu aussi. Ces petits clubs qui arrivent. C'est même pas des petits clubs, c'est cette ferveur Avec des populaire. idées. Ouais, Avec des idées exact. plutôt que Voilà. cet investissement de masse qui t'embête un peu plus. Tout à fait. Après, Madrid, pareil, le Real. Là, Chelsea, Real de Madrid, Manchester City et Paris, Ouais. c'est un peu On parle de- le Bien même sûr. lot. Le Bayern, je trouve que c'est un peu plus lissé. C'est une Moins de gros histoire, le transferts. Bayern. Et d'ailleurs, je pense que le Bayern, s'il y avait eu Lewandowski à place de Choupo-Moting, pareil, je suis pas sûr qu'il serait passé. Mais on peut pas Peut-être refaire la le même foot. danse. Et demain, je suis pour Manchester City, forcément. Très bien, on s'en doute un D'ailleurs- petit peu. Tommy, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Ouais, non, juste une petite réflexion au passage, parce que j'entendais parler notamment hier, j'avais entendu des choses sur le fait que, notamment en Espagne évidemment, on se plaignait que voilà, Madrid se retrouvait dans un dernier carré entouré de, on va dire, quasiment club financé par des États, façon de parler, avec Paris, Manchester City, et bon, la Russie c'est privé, c'est Abramovich, mais bon, c'est la Russie quoi. Mais bon, je viens juste à clarifier quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce dont on discutait, mais je rappelle que le Real Madrid a été à une époque grandement aidé par la couronne espagnole. Donc voilà. C'est ça. Juste C'est un ce petit que rappel au passage, ça coûte pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Exactement. Du coup, Rodrigo, on va bientôt, de toute façon, on va bientôt finir l'émission, mais juste, tu mentionnais un nom qui me semble très important. Tu as mentionné le nom d'un certain Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur, on le sait, de l'Olympique de Marseille. bonne Qu'est-ce que tu question. penses de l'Olympique de Marseille et quelle réaction tu vas avoir quand Rennes va prendre la 5e place? Alors, Excellent. franchement, honnêtement, ça fait 5-6 matchs que je regarde plus Marseille jouer. Et même, je regarde plus trop le foot, parce que ça m'a un peu saoulé le foot. Ok. Pas dans le sens, j'adore le foot, je vais continuer à le foot, mais je sais pas, peut-être que c'est aussi l'ambiance Covid avec ces stades vides. Nous, on a un stade à 10 minutes, on peut même pas y aller. Enfin, il y a toute une espèce d'atmosphère qui règne autour du foot, et je trouve que c'est un peu du foot super perfusion avec tous ces matchs qui se jouent à huis clos. Je trouve ça dommage parce que voilà, moi ce que j'aime le foot, c'est la ferveur populaire, le peuple. Et là, tout le monde est chez soi, tout le monde débat chez soi en virtuel, sur les réseaux et tout, mais il manque un petit truc pour moi pour l'intérêt du football. Et je suis pressé, apparemment en Italie pour les JO, je crois. Non, pas pour les JO, je suis con. Mais je crois qu'en Italie, ils vont réouvrir un peu les stades. Ça a commencé, commencé aux Pays-Bas.
Ça a commencé aux Pays-Bas avec aussi, l'Ajax. Ouais, l'Angleterre petit à petit aussi. Et l'Ajax aussi qui a eu des supporters là, le week-end dernier. Si je dis pas de bêtises, ça commence à rouvrir petit à petit. Mais en France, on en parle peut-être pour la Coupe de France, hein, pour la finale de la Coupe de France apparemment. Oui, c'est vrai. Justement, c'est en fait, je pense que ce qui m'a saoulé, c'est pas le foot en lui-même, c'est tout l'environnement et qu'on est en train de vivre tous en fait finalement. Ce qui m'a saoulé. Après, pour être honnête aussi, Marseille m'a saoulé. Avec justement ces phrases pendant la commanderie, surtout Jacques-Henri Hérault. Sa communication a été vraiment assez a été casse-gueule en fait finalement, et il a teasé le feu tout simplement. Et pour revenir à la question de Sampaoli, moi j'étais pas forcément fan de Sampaoli dans le sens que je ne sais pas pourquoi il est parti déjà à l'Atlético Mineiro au Brésil, peut-être pour se rapprocher de l'Argentine, je ne sais pas. Mais le Sampaoli de Séville, je ne suis pas sûr qu'on le retrouvera à Marseille, parce que à Marseille, on est tellement dans une situation assez critique au niveau des joueurs. Là, l'année prochaine, je ne sais pas combien de joueurs vont être libres ou vont partir. Beaucoup de fins de contrat, je ne sais pas comment il va pouvoir construire une équipe. À Marseille, tu peux t'appeler Sampaoli, tu peux t'appeler Guardiola. Si tu n'as pas les joueurs, tu peux ou un minimum quoi. Se projeter. Il y a des idées, bien sûr que les idées. Moi je suis quand même un fervent supporter supporter des idées, mais c'est vrai que si t'as pas un minimum, parce que là on parle vraiment, comme l'a dit Tommy, aussi de beaucoup de fins de contrat. On a les prêts aussi, on a l'Irola. Milic, ça a l'air d'être un peu bizarre. Milic, l'Irola qui arrive. Balerdi. C'est Steve Mandanda on lui cherche un peu un cuisance. Benedetto, ça fait un moment qu'on l'a pas revu. Thauvin fin de contrat. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et à voir. Il faut en tout cas garder un œil dessus, parce qu'effectivement, bien sûr que les idées sont importantes, si ce n'est primordial, mais on va dire qu'il selon nous, quand même, il faut un minimum syndical, on va dire. Alors, moi, je pense... Sampaoli, je dis oui pour le jeu qu'il avait fait à Séville, pour aussi la niaque, pour ce qu'il représente. Il représente bien Marseille, Sampaoli. Donc, Sampaoli, je dis oui dans ce sens-là. Mais après, c'est pas dire non à Sampaoli, c'est dire à quoi bon, parce qu'on n'a aucune garantie à l'avenir de ce que Marseille sera l'année prochaine, en fait, finalement. Après, pour la période actuelle, pour le rush final, où il y a les Rennais qui nous collent au cul, c'est, je pense, une bonne chose d'avoir Sampaoli. Et tu le vois quand tu vois la résurrection de Payet. Payet, depuis Sampaoli, c'est un autre joueur. Si tu as Payet, si tu as Mandanda en grande forme, si on va dire que tu as Alvaro Caetassar qui tiennent la route, tu as les Gay et tu as les Camara devant, et tu as Payet et Milik, Rennes, ils vont arriver 7e juste derrière Lens, tu vois. Attends, je suis désolé, je crois que ça coupe. Je crois que ça coupe, Rodrigo. Attends, je t'entends pas. Il y a que moi là qui entends pas Rodrigo. C'est bizarre parce que dès qu'il mentionne Rennes dans une phrase, ça grésille, c'est bizarre. Je ne sais pas. Après, pour être honnête, moi je suis content que Rennes est revenu dans la course. Ouais, parce qu'ils avaient eu un bon parcours au début, ça aurait été dommage qu'ils ne se relèvent pas. Mais après, pour reparler de Sampaoli, je pense que pour la fin de saison, c'était un bon choix. Après, pour l'avenir, je sais pas. Après, il y a des rumeurs, même j'ai entendu Timeco qui était reçu par le groupe IAM sur la web radio de IAM, qui a parlé de Marseille. Pour lui, il a l'impression que le club est vendu, en fait. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le club est vendu. Beaucoup, ouais. Est-ce que Sampaoli a eu des garanties pour dire... Parce que Sampaoli, c'est quand même une tête d'entraîneur. C'est pas n'importe qui. Ouais, est-ce que des garanties pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a eu quelques garanties en disant qu'il y aurait peut-être des investissements faits ou des nouveaux investisseurs? Après, si c'est les Émirats, tant mieux. C'est contre les Qataris, c'est un peu comme demain Manchester City
Paris, quoi. Émirats contre les Qataris. Et si les Émirats sont là à Marseille, voilà, on va avoir enfin un bon duel l'année prochaine. Non, pas l'année il y aura prochaine. de l'argent en masse, quoi. Il y aura de Du coup, il y l'argent aura en de masse, mais franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y aura. Je suis pas sûr que le club est Autant, tu veux vendu. dire. Je pense qu'il y aura un coup de pouce quelque part, mais c'est tellement une chose sensible d'acheter l'OM parce qu'il y a aussi le cas du stade. Je sais pas, on verra, hein. Mais pour revenir à la question, Sampaoli, c'est une très bonne chose pour le rush final. Pour l'avenir, je sais pas, parce que ça dépend de ce que Marseille sera à la rentrée, quoi. Et quand tu vois que tous ces joueurs libres, tous ces joueurs en fin de contrat ou en espèce d'option d'achat que tu ne pourras pas acheter, Milik, tu ne pourras pas l'acheter, Balerdi, il est très cher, donc il faudra... Après, c'est une bonne chose qu'on ait Longoria Oui. en tête du club, parce que c'est un fin négociateur, parce qu'il a fait venir Milik. Quand tu vois Lirola qui Voilà, bombe c'est finalement, incroyable. je crois que c'est même... Non, c'est peut-être Zubizarreta ou c'est Longoria qui a fait venir Gay, parce que Gay, il est de cette année aussi, c'est un Mais monstre. c'était au tout début de saison. C'était au tout début de saison, je crois. Je crois qu'il pas sûr qu'il était encore là, à vérifier, mais pas sûr. Mais il a une grosse cote d'amour, en tout cas. Voilà, il y a eu des très bons choix, des très bons points. Il connaît le foot. Longoria, c'est un pro. Après, voilà, à voir. Et moi, pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai pas regardé Marseille ces derniers temps pour mon mécontentement du club, en fait. Voilà, pour mon mécontentement envers aussi certains joueurs comme Thauvin. Thauvin, je trouve que apparemment, il va rester, mais pourquoi il va rester? Parce qu'il n'a pas été performant. Les clubs, ils ne le veulent pas forcément, justement. Il aurait été plus performant. Avec la prépa. Et ouais. Oui, bien sûr. Mais bon, Thauvin, moi j'ai beaucoup de mal, même si c'est un de nos joueurs les plus performants cette année, j'ai beaucoup de mal avec le personnage Thauvin, j'ai beaucoup de mal avec le personnage Payet qui est pour moi un talent brut, mais c'est un peu comme les talents bruts qu'on a eu ou qu'on a en France, c'est par Dancy, quoi. Quand il se réveille, c'est un génie, mais sinon après il court pas, mais là, voilà. Ça se repose trop sur le talent naturel, un peu comme les Ben Arfa, etc. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Tu vois, ça fait pas assez ce qu'il faut professionnalisme autour au niveau physique, notamment parce que Hatem et Payet, ils sont connus tous les deux pour justement prendre ce malheureusement. Parce que là, c'est ce qu'on disait, parce que le bon retour en forme de Payet, on en parlait avec Adri lors du dernier match de l'OM, il a l'air mieux physiquement, et tout de suite, dès qu'il est mieux physiquement, le gars, c'est 2 passes décisives, un but, le mec, il est à la relance, quoi. Non, une passe décisive, 2 buts, le mec est à la relance, quoi. On voit un autre Payet parce qu'il y a aussi ce petit poids de forme extrêmement important pour un joueur professionnel, et quand il est dedans, Payet, le talent est là. Payet, voilà, c'est une classe, quoi. Quand il est dedans, c'est une classe, quoi. Quand il te fait ce but là en reprise de volée sur la remise du Milik, il est beau, quoi. Et moi, il me fait penser, alors pas entre guillemets, je pensais à ça justement aujourd'hui. Et il y avait un autre joueur à un moment qui est passé par Marseille et bon, on va dire un degré de moins que Payet, mais il y a Michael Pagis qui pour moi était vraiment un top joueur, mais il n'a pas eu la carrière. Il n'a pas eu la carrière parce que je pense que il y a des joueurs comme ça qui se reposent. Mais en fait, c'est l'incarnation de Dugarry. On dit souvent Dugarry, il n'a pas eu. Mais c'est parce que voilà, ils ont une vie assez trépidante, je pense, à côté, quoi. Voilà. Et on n'est pas tous des Neymar, c'est pas des Neymar. Et puis il avait été pris en grippe à l'époque du Gary, c'est un peu compliqué pour lui parce que à une époque, voilà, en France, c'était un peu le synonyme du buteur de merde, quoi, du Gary, quoi. Ouais. Alors que il était pas si mauvais que ça en plus, le pire. Hein. C'est que c'est quand il va, etc. Il est pas si mauvais que ça, du gars en plus. Hein. C'est ça le pire. Non, mais à chaque année, enfin chaque génération, il y a un joueur comme ça, un peu avec un talent brut. Il y a eu Hatem, Payet et donc le Pagis. Moi, Pagis, je me rappelle quand j'étais même à la console, je l'alignais de suite parce que j'aimais beaucoup la classe
la classe de Pachis. Et c'est dommage pour Payet, c'est dommage qu'il se réveille maintenant, parce que s'il s'était réveillé peut-être un peu plus tôt, on serait peut-être pas à ce niveau-là. Après, voilà, c'est Marseille. Marseille, c'est à l'image du joueur, en fait, finalement. Il est en dents de scie, Marseille, c'est en dents de scie, quoi. C'est ça. Ça marche. Il y a Chris qui nous quitte. Merci Chris d'être passé, d'autant plus supporter parisien, donc merci à toi d'être venu. Du coup, bah écoutez, Rodrigo, Adri, je crois qu'on va être bon pour ce soir. On a fait un bon petit tour. Et ouais, on est bientôt à 2 heures de live. Quasiment 2 heures. Ouais, quasiment 2 heures de live. On pourra encore en parler des heures, évidemment, mais en l'occurrence, voilà. On va devoir à un moment. On travaille demain. S'arrêter. Exactement. Bah, moi, chez moi, il est 22h presque, les gars. Je sais que chez vous, il est beaucoup plus tard. Mais par chez moi, il est 22h. Du coup, Rodrigo, je vais te laisser éventuellement nous faire un dernier petit coup de pub. Du coup, on peut te retrouver où, etc. Carrément. Voilà, fais-nous un petit coup de pub. Alors, moi, on peut me retrouver sur Instagram, essentiellement. Et dans la bio d'Instagram, il y a tous mes liens. Il y a mon site internet, il y a mon collectif, il y a mon projet sur Marseille, et il y a mon gros projet, La Vida Real, qui est mon projet en Colombie, et qui, lui, est vraiment mon gros projet personnel, qui est un peu plus médiatisé, un peu plus public. Mais voilà, j'aime bien rester la tête sur les épaules, donc j'aime bien aussi parler de foot et pas que de la photo et des choses, en fait, des choses un peu plus légères. Le foot, c'est une passion aussi, même si Marseille m'a saoulé, même si le Covid m'a saoulé, le foot, ça sera le foot. Ça sera toujours là, même dans mes photos, quoi. Voilà. Évidemment. Très bien. Et puis la petite collection demain aussi. Et ouais, la collection demain avec Maison Transversale, la nouvelle collection demain qui sera avec Maison Transversale. Donc allez voir sur le site de Maison Transversale. Il y aura aussi des choses sur mon Instagram. Mais franchement, si tu aimes le foot, si tu aimes le sport, si tu aimes surtout aussi, entre guillemets, la culture, sport, l'histoire du sport, la ferveur populaire, Maison Transversale, c'est tout ce qui incarne, en fait, nous tous, et ça parle à tout le monde. Ça peut parler au papy qui va s'habiller avec un t-shirt de Pelé, ou aux nouvelles générations avec justement Neymar. Et ils vendent aussi des trucs de Paris parce qu'il y a le t-shirt foot, donc c'est à Marseille, mais voilà, tu peux trouver aussi du Paris. Très bien. Super, bah écoutez, du coup les amis, ça va être tout pour nous. Adrien, petit point, évidemment, petit point agenda. Du coup, on se retrouve demain soir, évidemment, pour le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, évidemment, un absolument immanquable. Jeudi, on se retrouve pour vos jeudis vintage, évidemment, on va jouer jeux vidéo, comme d'habitude, et on vous tiendra au courant pour le programme du week-end Ligue 1, notamment week-end Ligue 1 qui marquera, évidemment, la dernière journée de notre Ligue MPG, et les célébrations du titre de Tommy, certainement à partir de lundi de la semaine prochaine. Du coup, voilà, on vous rappelle aussi, rejoignez, d'ailleurs, Rodrigo, je ne sais pas si tu l'as fait ou si ça t'intéresse, mais on a lancé une ligue Mon Petit Prono pour l'Euro. N'hésite pas à la rejoindre. Donc voilà, il y aura des pronostics, etc. Ce sera la grande guerre. On a déjà 10 personnes qui sont avec nous dans cette ligue. Donc voilà, et on attend encore plus de personnes. Donc voilà, vous avez le code qui est passé pendant toute l'émission. Vous pouvez le retrouver sur tous nos réseaux aussi, Twitter, Facebook, Instagram, @sens-tactique majuscule OS, majuscule OT, et évidemment sur le Discord aussi. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Maxence, Chris, Déchet8, Knife, Samy, Witch évidemment, donc Samy et Witch, nos deux modérateurs. Merci à tous. Charlie aussi évidemment. Du coup, Rodrigo, merci beaucoup de ta présence. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci d'être revenu avec nous, d'avoir accepté de revenir avec nous déjà, et merci pour les collaborations. Évidemment, on te souhaite tout le meilleur. Évidemment, notamment avec ta collection avec Maison Transversale et pour tes projets à venir, puisque j'imagine que comme nous, le Covid doit avoir un sacré impact sur tes activités, et en tout cas, on espère que ça va fonctionner pour toi. Ok, ben moi c'est la même chose, et n'hésitez pas surtout à me dire ou à me contacter si vous avez une idée de projet bien définie au niveau journalistique. Moi je peux vous aider dans ce sens-là,
Et voilà, donc n'hésitez pas, moi je suis ouvert à toute collaboration avec vous pour l'amour du foot et du sport. Et on se retrouvera très vite tous ensemble au stade. Venez à Au Marseille. Vélodrome. Quoi. Au Vélodrome, on viendra, on va venir, c'est sûr. Voilà. C'est dans la bucket list, t'inquiète pas. Du coup, les C'est ça. amis, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. C'était le live sans tactique et évidemment, on suit Rodrigo DVCO sur tous les réseaux et notamment Instagram. Merci à tous, bonne soirée et à demain pour évidemment le choc entre Paris et Manchester City. Portez-vous bien, à demain.